c'est parti. Et donc, effectivement, moi, je ne suis jamais soucieuse de dire qu'est-ce que je vais leur raconter de nouveau. Ça, on peut leur faire confiance. Il y a toujours des trucs nouveaux. Donc, mon support, il est à jour, on va dire, à la semaine dernière. J'ai encore un peu des doutes sur certaines dates. On peut en parler ensemble, parce que c'est toujours ça, c'est qu'ils nous disent des choses, mais on n'a pas toujours les décrets d'application qui vont bien. Et donc, c'est ça le grand bonheur quand tu fais un support d'actualité paye, c'est que la semaine dernière, j'animais pour mes collaborateurs. Paf, j'ouvre LinkedIn et crac, ça y est, il y avait une nouvelle information qui était tombée. Vous savez, sur les aides à l'apprentissage. Donc là, hop, tu peux déjà changer ton support. C'est pour ça que je vous dis, mon support est à peu près à jour à maintenant, mais je n'ai pas regardé LinkedIn aujourd'hui, donc il y a peut-être encore d'autres choses, mais voilà. Hein, donc je me présente, mais pareil, sauf, on va dire, la nouvelle promo, la plupart me connaissent. Alors je me suis amusée à mettre les titres, hein, donc il y a plein de fonctions bénévoles, hein, donc ça tu peux en mettre toujours tout plein quand c'est des fonctions bénévoles. Mais donc effectivement, je suis directeur du pôle paye du groupe FIBA, hein, qui est un cabinet d'expertise comptable, là dont le siège est à l'espace européen, mais on a 17 bureaux en Alsace, en Moselle, et puis à Paris. J'ai la particularité, effectivement, d'être expert comptable. Et donc, effectivement, comme M. Chanel vous dit, je peux être encore là, encore quelques temps. Enfin, si Véronique, je lui plais bien, hein, parce que là, c'est la première fois que je vais faire devant Véronique. Ça se trouve, elle va dire, non, mais c'est n'importe quoi, cette petite dame. On en trouvera une autre. Mais donc, moi, c'est rigolo. Hier, donc j'ai fêté mes 28 ans de travail. Hein, et donc, on parlera de la retraite. Moi, j'ai considéré que j'ai commencé à travailler tôt. Mais vous voyez, comme il faut en travailler 43, il m'en reste 15. Hein, et bon, donc ça, 15, moi j'ai des enfants à peu près de cet âge-là, hein, ça te fait quand même encore un bon petit bout de chemin à faire. Hein, mais bon, voilà. Et donc je suis déléguée régionale du club social, donc c'est pour ça que j'ai repris le support du club social, et puis bon, je rajoute toujours des diapos qui me vont bien. Et en plus, alors ici c'est mon titre, on va dire, le plus prestigieux, je suis vice-présidente du conseil de l'IUT. Donc le samedi, je cours avec un garçon qui est à l'IUT, je lui dis, il faut que tu m'appelles madame la vice-présidente. Hein, donc c'est une fonction bénévole, mais c'est vrai que vous reconnaissez que c'est frime. Hein, les Américains, ils disent VP, hein, donc je suis VP du conseil de l'IUT. Voilà. Et donc, au sommaire, donc toujours, moi je commence toujours par les chiffres clés, parce que je trouve que c'est important, et puis je dis chaque année, je vous redis la même chose, mais comme ça s'imprègne dans vos cerveaux, et le jour où vous tomberez dessus, j'espère que vous aurez le petit flash qui reviendra et que vous prendrez les bonnes décisions. Après, donc, j'avais découpé le support avec les principales mesures donc, de la loi de financement de la sécurité sociale. Celle-là, on l'avait eue juste avant Noël. Hein, celle-là, ils avaient réussi à la faire passer, alors que les mesures sociales de la loi de finances, elles sont arrivées en février, avec effectivement des choses surprises. L'aide à l'apprentissage, donc je vous ai dit, on a eu la confirmation seulement la semaine dernière, avec des entrées en vigueur un dimanche, 8 mars, qu'on sait que le dimanche, pas le 8 mars, c'est la journée du droit des femmes, donc tu te dis, commencer un truc le dimanche 8, c'est quand même un peu bizarre. Après, je veux vous reparler là, donc, de la RGDU. Hein, donc ça, je vous laisse le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, la RGDU? Hein, parce qu'ils aiment les acronymes. Donc nous, on en était resté à Fillon, mais ça s'appelait déjà plus Fillon depuis longtemps. Ça s'appelait la RGCP, hein, Réduction Générale des Cotisations Patronales. Donc là, c'est le même début. Hein, réduction générale, dégressive, unifiée, hein, parce que ça toujours, ils disent qu'ils simplifient, hein, donc dès qu'ils peuvent unifier, bon voilà. Hein, donc ça, c'est rentré en vigueur au 1er janvier, donc c'est pour vous en reparler. Je vous fais un petit retour sur les avantages en nature véhicule, dont on avait dû parler l'année dernière, mais parce que ça, je vois bien que ce n'est pas encore arrivé dans toutes les entreprises. Et nous, dès qu'ils changent de voiture, ils disent « mais vous êtes devenus fous hein ». Donc là, si dans vos entreprises, vous n'avez pas encore changé de voiture, vous ne savez pas qu'ils sont devenus fous l'année dernière. Hein, et donc je voulais vous reparler. Puis j'ai eu des petits cas pratiques, donc je trouve toujours intéressant d'en parler. Et puis on finira par quelques arrêts de jurisprudence qui nous permettront de revenir, par exemple, sur la nouvelle législation sur les congés payés et la maladie. Voilà le programme. Donc normalement, c'était à peu près 2 heures la signature, c'est ça hein, 16h15. Hein, donc voilà. Et bon, alors comme dit, comme je l'anime que pour vous, je ne sais pas dire combien de temps ça va nous prendre. Mais normalement, en termes de diapos, je ne vous ai pas assommé. Donc j'aimerais bien aussi qu'on ait un peu de temps de questions-réponses. On les prendra peut-être à la fin, comme ça on sait que tout a été vu. Hein, mais si vous voulez poser des questions, notez-les-vous pour y penser à la fin, quoi. Alors, chiffres clés. Donc là, je pourrais vous cuisiner, c'est ce que j'ai fait à mes collaborateurs. Alors moi, je suis aussi beaucoup dans le partage. Donc je pense que globalement, mes collaborateurs me trouvent sympa, mais je suis exigeante. Mais moi, ça ne me gêne pas. De toute façon, je dis toujours aux clients, vous pouvez dire à vos salariés qu'effectivement, vous avez une expert comptable qui est sympa, mais exigeante. Et donc maintenant, j'ai institué des quiz. Parce qu'en fait, je disais, on n'a rien inventé de mieux
que des examens, parce que sinon à l'école, il ferait autre chose. Et en fait, c'est le seul moyen que tu as de savoir si tu connais vraiment la réponse. Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais commencé gentiment. Je ne vous mets pas la diapo suivante, comme ça vous pouvez y réfléchir. Moi, j'estime que quand même, un gestionnaire de paye, il doit connaître le taux du SMIC. Vous voyez que ça, c'était la première question. Mise en jambe, taux du SMIC. Hop, vous y réfléchissez. Donc, alors, vous voyez, moi, quand je suis sympa, je dis le SMIC. Donc, vous pouvez me dire un taux horaire. Ceux qui bossent, qui peuvent me dire le salaire net, le salaire brut. Vous voyez, mais il faut quand même que tu aies une réponse. Parce que si tu es dans la paye, on te demande le SMIC. Voilà. Le quiz, je leur ai dit, je veux qu'ils puissent répondre en se brossant les dents. Paf, je surgis dans leur salle de bain. Je leur dis, et hop, ils ont la réponse. Donc, c'est bon, vous avez tous le taux du SMIC. Donc, 12,02. Contre 11,88. Alors, vous voyez là, j'aime à préciser 1,18 d'augmentation, parce que vous savez que dans les grandes entreprises, en ce moment, on est en train de faire les NAO. Et donc, là, justement, donc, le SMIC, je crois que la part de l'inflation, c'était 0,5, 0,6. On a nettement moins d'inflation qu'avant. Et donc, il n'a progressé que de 1,18. Donc, déjà, ce n'est pas parce que le SMIC augmente de 1,18 que, paf, tous les salaires en France, ils augmentent de 1,18. Et puis, c'était pour montrer aussi que l'augmentation était quand même assez faible. Et donc, sur un salaire pour 35 heures, on est passé royal de 1 801 € brut à 1 823. Et donc, là, ceux qui viennent chaque année le savent, à chaque fois que je vous dis crac, il y a le SMIC, hop, il faut connecter avec d'autres choses, et donc, notamment pour la retraite de base. En fait, dans le temps, pour valider un trimestre de retraite, il fallait avoir cotisé sur 200 fois le SMIC. Et ça, c'est Sarkozy, donc ça commence à dater, Sarkozy, qui l'avait mis à 150 fois le SMIC, ce qui est quand même plus intelligent, parce que par exemple, un jeune qui travaille un mois en été, s'il travaille à temps complet, il va être payé à peu près 150 fois le SMIC, un peu de CP en plus, et dans le temps, il ne validait pas un trimestre de retraite, que là, depuis, il valide un trimestre de retraite. Et donc, pour valider 4 trimestres de retraite, il faut cotiser au moins, sur l'année, au-dessus de 7 212. Et donc ça, moi, je le rappelle chaque année à mes collaborateurs, parce que reconnaissez que ce serait bête d'être à 7 200, par exemple. Vous voyez que donc vraiment, c'est des chiffres clés où moi, je leur redemande de revoir. Donc, par exemple, on a beaucoup de mandataires sociaux qui disent « Oh, faites-moi juste une paye à 500 €. » Bon, 500 €, vous voyez, c'est idiot, parce que 500 €, du coup, ils ne vont pas valider un trimestre de retraite, puisqu'ils auront 1 500. Alors, parfois, il y en a qui, ont une prime annuelle, mais donc il faut veiller à ça. Alors, après, l'autre chiffre clé qu'on a chaque année, c'est le plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc ça, bon, déjà, sur un micro-trottoir, moins de gens l'ont. Le plafond, faites pas le jeu avec quelqu'un de la famille qui n'est pas du tout dans le domaine. Le plafond, on a le droit de moins connaître. Donc là, on est à 4 500 par mois. Et donc, le plafond, on le regarde toujours en annuel, avec 48 060. Et là, ce que je vous dis, quand je vous dis que je veux que ça s'imprègne, c'est que nous, ce qui va nous intéresser là, dans notre réflexion, c'est 2 fois le plafond, donc 96 120. Donc moi, depuis que je me dis il faut que tu l'imprègnes, au début, par exemple, j'étais à 80 000. Mais là, ça veut dire que quand vous calculez des indemnités de rupture, et on doit faire masse de toutes les indemnités qui sont versées aux salariés qui partent, et dès que vous dépassez 96 120, là, on va avoir des cotisations sociales. Donc c'est ça que je dis, il faut se l'imprimer. Bon, hop, vous faites un départ, on va dire, je ne sais pas, la personne, elle a déjà 34 000 € d'indemnité de licenciement, on rajoute une transactionnelle. Parfois, il y a des gens, alors ce n'est pas tous les 4 matins qu'on va avoir des indemnités à 100 000 €, mais vous voyez, hop, on vous fait un petit compte rond à 100 000 €, package tout compris, le prix de la tranquillité, et déjà, sur la partie qui dépasse, on aura des charges sociales. Donc c'est ça que je veux que vous reteniez, parce que même si c'est l'indemnité conventionnelle de licenciement, et si on dépasse les 96 120, on aura aussi des charges sociales. Donc, grosso modo, vous percutez dès qu'on dépasse. Donc, vous pouvez retenir mentalement 95 000, comme ça, vous aurez le bon réflexe. Alors après, je vous ai mis le seuil fiscal, ou seul seuil fiscal, vous voyez, on est un peu plus tranquille quand même, 288 360. C'est pas ça qu'on rencontre tous les 4 matins. Et là, je vous fais une digression pour y penser, alors non pas sur les parachutes dorés, parce que les parachutes dorés, c'est 10 fois le plafond. Donc 10 fois le plafond, vous voyez, 480 600. Il faudrait vous faire un compte rond à 500 000. Donc là, il y a d'autres comptes ronds, vous voyez, chacun a ses comptes ronds. On verserait une indemnité de départ à 500 000 €. Ça, c'est la fiche de paye la plus facile à faire. Tout est soumis dès le premier euro.
Donc là, moi, j'ai record à battre. Donc vous pourrez venir me voir en aparté. Moi, le max que j'ai fait de toute ma carrière, c'était 585 030. Vous voyez, ça m'a marqué. Et ma collaboratrice de l'époque m'avait dit, Annabelle, est-ce qu'on pourra te montrer? Parce que c'est quand même une indemnité à 500 000. Donc je lui avais dit, pas de souci, je te donne mon RIB. Donc elle m'avait dit, pourquoi? Je te donne mon RIB. Et j'ai dit, tu as arrondi 585 000 à 500 000, je veux bien les 85 000. Et donc là, il s'était embêté à faire tous les calculs. Donc ça, il faut que vous le reteniez. Au-delà de 10 plafonds, c'est ce qu'on appelle les parachutes dorés. Donc c'est soumis dès le premier euro. Ça, comme dit, moi, là, 28 ans que je travaille, une fois un seuil comme ça. Par contre, ce que je veux que vous reteniez, c'est que dès que c'est des mandataires sociaux, donc les gens ne savent pas qu'ils sont mandataires sociaux, il faut regarder le CABIS. Tous les gens qui sont sur le CABIS, ils ne le savent peut-être pas, ils sont mandataires sociaux. Donc ça peut être un président de SAS, un directeur général, c'est eux qui ne savent souvent pas qu'ils sont sur le CABIS, mais directeur général, vous voyez, ça peut être un titre chic, mais ça peut être aussi directeur général, je suis sur le CABIS. Et là, à ce moment-là, tous les seuils sont divisés par 2. Et là, donc, les parachutes dorés, ils sont à 5 plafonds. Et là, vous reconnaîtrez que 250 000 pour un directeur général ou un président, enfin quelqu'un qui est sur le CABIS, ça, par contre, je le rencontre. Et ça, c'est pas connu. Donc, ils sont très contents, ils négocient tout seuls avec leur avocat préféré, tout ça. Hop, ils viennent, ils m'envoient tous les machins signés, 280 000. Je dis, mais vous savez que tout est taxable dès le premier euro? Non, comment ça? Et donc là, tu peux repartir sur la négo. Donc c'est ça, chaque année, je vous le dis, parachute doré pour quelqu'un qui est sur le CABIS, les seuils sont divisés par 2. Donc 5 plafonds, ça se rencontre plus souvent, parce que généralement, on raisonne en nombre de mois de salaire. Donc par exemple, ils négocient 12 mois de salaire, 18 mois de salaire. Forcément, si tu as des salaires très élevés, on peut arriver à des sommes pareilles. Donc ça, c'est pour les références pour 2026. Et donc maintenant, on va rentrer dans les mesures de la loi de finances pour 2026. Bon, donc on n'avait quand même pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Ça, ils nous l'ont appris assez rapidement, le fait que donc ils ne sont pas contents des ruptures conventionnelles. On le savait déjà puisqu'on était passé de 20 à 30. Donc là, ça se poursuit. C'est passé à 40% la contribution patronale. Et donc, ils nous précisent aussi que ça s'applique aux indemnités de mise à la retraite. Donc, les mises à la retraite, c'est quand même quelque chose qui intervient de manière assez rare, puisqu'en fait, on peut mettre à la retraite quelqu'un quand il a 70 ans. Mais donc, quelqu'un qui est encore jamais parti en retraite. Parce que nous, dans les entreprises clientes, on a beaucoup de gens âgés, mais c'est des gens qui sont en cumul emploi-retraite. Ils sont déjà partis en retraite. Là, ce serait des gens qui n'ont jamais pris leur retraite, qu'on voudrait mettre en retraite. Donc, on a toute une procédure qui est quand même assez lourde, puisque 3 mois avant l'âge de leurs 67 ans, on leur fait un joli petit courrier. Robert ou Martine, ça doit être à peu près les prénoms des gens de 67 ans. Dans 3 mois, tu as 67 ans, peux-tu nous dire si tu vas vouloir prendre ta retraite? Ça, grosso modo, on les pousse à faire départ volontaire en retraite. Robert ou Martine ne répond pas, on garde notre courrier, et l'année prochaine, on a juste à changer la date, mettre 68 ans, on repose la question, voilà. Et donc, on peut jouer comme ça jusqu'à 70 ans. Ça, pareil, de toute ma carrière, j'en ai fait 4. Donc, c'est quand même assez rare. Donc là, j'en ai fait un récemment, qui avait même plus âgé, qui devait avoir 72 ans. Ils avaient dû vouloir le garder jusqu'à présent. Donc là, on peut les mettre à la retraite. Et donc, avant la réforme, on avait une contribution patronale à 50%. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que l'an dernier, le gouvernement nous a dit, alors vous comprenez, on passe le forfait social de 20 à une contribution patronale de 30, parce que dans le même temps, on baisse la contribution patronale de 50 sur les mises à la retraite pour la passer à 30, parce qu'on a compris que ça gênait l'embauche de seniors. Donc ça, c'était le discours l'année dernière. Et donc, un an après, donc on est passé de 50 à 30 pour remonter à 40. Donc là, on peut peut-être préparer la diapo de l'année prochaine. Tiens, étonnamment, une contribution patronale de 50. On verra, mais bon, donc voilà. Donc d'y penser, en tout cas, ça renchérit les ruptures conventionnelles. Et c'est là que déjà, je vous ai rajouté une petite diapo. Alors, les petites diapos que j'ai rajoutées, vous les repérerez facilement. J'ai appelé ça aparté. Bon, c'est pour dire, je vous glisse une petite diapo en douce, qui n'était donc pas dans la loi de finances, mais je trouve que c'est intéressant de vous en parler là. Donc, c'est dans les tuyaux. Donc, pour l'instant, les syndicats sont OK pour dire que maintenant, les ruptures conventionnelles, les gens vont être indemnisés moins longtemps que dans le chômage classique. Alors là, pareil, moi j'ai interrogé mes gestionnaires de paye pour savoir combien de temps, quand tu es au chômage, tu es indemnisé. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Actuellement, donc pour les moins de 55 ans,
le max, parce qu'on est dans une période verte, plutôt de plein emploi, les gens sont indemnisés que 18 mois. Et donc là, vous voyez, une fois que le texte sera passé, les gens qui partiront dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ils seront indemnisés plus que 15 mois. Donc ça, pour les moins de 55 ans. Et pour les 55 ans et plus, ils seraient indemnisés plus que 20 mois et demi. Et là, je vous rappelle, parce que ça, il y en a plein qui ne le savent pas, on pensait toujours que l'indemnisation chômage, c'était 3 ans. Dans le temps, c'était 3 ans. Pour les plus jeunes, on va dire les moins de 55 ans, c'était 2 ans. Donc là, ça avait déjà été raboté. Et donc, vous voyez que là, actuellement, pour les 57 ans et plus, le chômage, c'est que 27 mois. Donc là, je vous ai noté que pour l'instant, il manque une loi. Alors ça, quand il manque une loi, en fait, ça c'est du langage juridique un peu rigolo, c'est pour ça que je vous en parle. Il faut qu'il nous trouve un véhicule législatif, c'est comme ça que ça s'appelle, et il ne faudra pas que ça soit un cavalier législatif. Est-ce que vous savez ce que c'est un cavalier législatif ? C'est quand, en fait, ils essaient de refourguer une mesure dans une loi qui n'a rien à voir avec la mesure. Et donc ça, en fait, ils se font retoquer par le Conseil constitutionnel qui dit « Ah, Hartung, c'est un cavalier législatif » et donc la mesure est retoquée. Donc là, on ne sait pas encore quand ça va sortir. Les partenaires sociaux sont déjà tombés d'accord pour dire qu'on va passer de 18 à 15 mois et puis donc on va dire de 22 mois et demi à 20 mois et demi, mais on ne sait pas encore quand ça va s'appliquer. Et puis ça, bon, comme dit, ils attendent. Et alors, bon, bien sûr, toujours un peu de crème pour que ça passe mieux. Il est prévu un accompagnement personnalisé et intensif pour la définition du projet professionnel afin d'accélérer le retour à l'emploi. Forcément, comme tu as 3 mois de moins, il va falloir que tu appuies sur l'accélérateur. Donc ça, comme je sais que dans des entreprises, on réfléchit parfois aux ruptures conventionnelles, c'est pour ça que je vous ai passé le mot, tardez peut-être pas trop à réfléchir, quoi. Donc ça, c'est sur les ruptures conventionnelles. Et du coup, pareil, comme je parlais de chômage, je me suis dit, allez, oups, je vous glisse le nouveau régime bonus-malus, donc qui est effectif au 1er mars 2026. Alors ça, si vous utilisez le logiciel préféré de la profession et de la licence, puisqu'ils travaillent dessus, si les taux sont intégrés, mais j'ai dit c'est bien de les regarder, les taux. Donc ça concerne les entreprises de plus de 11 salariés qui appartenaient donc à 7 secteurs. Et donc là, il y a un secteur qui sort, c'est ça l'information, le secteur du bois, des industries de papier et de l'imprimerie. Et donc on peut se dire, ils peuvent être tristes aussi, parce que s'ils avaient un bonus, quand on dit que le secteur sort, ils n'auront plus le bonus. Donc le taux de cotisation chômage, pareil, dans votre tête, même si c'est l'heure de la digestion, vous dites « Ah ben bien sûr, c'est tel taux, donc 4,05 ». Et donc le bonus-malus, ça pouvait être moins 1, donc ils payaient que 3,05 de cotisation chômage sur l'intégralité de leur masse salariale, ou 5,05 quand c'était les punis et qu'ils avaient un malus. Donc vous voyez qu'il y a peut-être des entreprises dans le domaine qui sort qui vont être tristes parce qu'ils avaient un bonus, donc ils payaient moins d'assurance chômage, et donc ils vont se retrouver à payer plus à partir du 1er mars 2026. Et donc c'est les payes de maintenant, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Et donc quels sont les secteurs concernés ? Vous voyez, fabrication de denrées alimentaires, hier j'ai animé à Mulhouse, et ça, vous voyez, moi je ne le savais pas, les boulangers sont compris en fait dedans, donc des boulangers de plus de 11. Boissons, produits à base de tabac. Moi j'avais déjà travaillé avec un client qui était dans la gestion des déchets. Autre activité spécialisée scientifique et technique. Alors une fois, je crois que j'ai une dame qui m'a dit, vous savez, du tri... non, ça c'était des trucs de déchets. Non. Parce que la gestion des déchets, vous savez, les tapis qui avancent, là, ça, ils étaient concernés. Donc, nous, on a beaucoup de transport. Et donc, là, par exemple, moi, une fois, j'avais fait le point. Dans notre cabinet, on avait des clients qui avaient un bonus et des clients qui avaient un malus. Et ça, c'est aussi important pour nous de partager. Parce que, vous voyez, le client qui a un malus, il dit « Ah, c'est comme ça. De toute façon, c'est leur système pour qu'on paye plus. » Mais quand j'avais pu lui dire « Non, on a des clients qui ont un bonus. Donc, tu sais bien, tu peux avoir jusqu'à 2 points à chercher. Parce que si tu as un malus à 1, alors qu'il y en a qui ont un bonus de 1, ça te fait 2% de ta masse salariale à chercher. Hébergement, restauration, donc ça c'est HR. Et puis effectivement, caoutchouc, plastique. Moi j'ai un client dans la plasturgie, donc on était concernés. Bon, donc ça, sorti d'un secteur. Et ensuite, donc ça, plutôt bonne nouvelle, modification du périmètre des fins de contrat. Donc en fait, on ne prendra en compte que les contrats très courts, donc de moins de 3 mois. Donc là, je vous vois tout de suite bondir. Oh, super, on va faire que des CDD de 6 mois et 1 jour. Pourquoi qu'on fait des CDD de 6 mois et 1 jour ? Comme ça, on a une période d'essai d'1 mois. Mais donc ça, moi, l'avocate qui m'a transmis tout son savoir là, quand j'étais chez Secal m'avait dit, non, ça c'est de l'abus de droit.
La seule fois où vous pouvez vraiment faire un CDD avec une période minimale de 6 mois et 1 jour, et donc il vaut peut-être mieux faire 9 mois, c'est pour un congé parental. Parce que sur un congé parental, tu as une vraie durée d'absence qui peut être effectivement plus longue. Vos surcroîts d'activité, où vous me dites comme ça, au doigt mouillé, « Oh, je le vois bien commencer en avril et se finir fin septembre », ça, vous rompez la période d'essai, donc dans les 15 derniers jours auxquels vous n'aviez pas le droit. Vous tombez sur un mauvais coucheur, il vous attaquera pour dire que le motif du CDD n'était pas bon, et il obtiendra des dommages et intérêts. Et donc vous n'irez même pas devant les prud'hommes, on fera ça même entre experts comptables, je ne sais même pas si c'est la peine de prendre un avocat, tellement c'est sûr que vous perdrez. Et donc la bonne nouvelle, ils ont quand même progressé, c'est plus la prise en compte des fins de contrats saisonniers, puisque là il y a un vrai cas de recours, et la fin des contrats résultant d'un licenciement pour faute grave ou lourde ou l'inaptitude non professionnelle. Donc ça sera plus pris en compte à partir de cette année. Et puis donc après, une appréciation plus fine des taux de séparation avec des subdivisions du secteur d'activité. Bon, donc tous ces trucs-là, moi, ça m'est présenté par les gens qui mènent ça au national quand on en est en réunion au Club social national. Donc par exemple, elle nous avait dit qu'hébergement et restauration, maintenant il va y avoir 2 subdivisions entre hôtel et restaurant. Vous voyez, puis ils font des sous-subdivisions. C'est vrai que c'est pas mal parce que tu peux avoir pas forcément le même turnover dans un hôtel que dans un restaurant. Voilà. Donc moi je vous invite à regarder le taux qui est arrivé et à le valoriser, même vous en interne. Si vous avez par exemple un bonus de 1%, vous voyez que pour les NAO, vous avez déjà gagné 1% de votre masse salariale. Ça vous coûte moins cher déjà d'accorder une autre augmentation. Et donc, voilà, je vous parlerai encore après. Ah oui, je sais à quel moment je vous en parle, parce que je vous reparle des CDD. Moi, j'aime pas les CDD, donc j'ai une fiche toute faite pour essayer de dissuader les gens de faire des CDD. Donc là, hop, j'en profite, je vous refais un petit truc. Voilà. Alors, réforme des retraites. Donc, je crois de mémoire que ça nous coûtait 8 milliards d'euros, quand même, cette affaire, pour dire à des gens qu'on a marre de travailler, super, on te fait un beau cadeau, tu vas pouvoir partir 3 mois avant. Pas sûr qu'il soit, ouais, super, 3 mois avant, c'est ce que j'attendais, vous voyez, je ne pense pas que, voilà. Et donc, nous, on a vu qu'on a une autre contribution patronale déplafonnée qui a augmenté, parce que c'est toujours pareil, quand tu fais un cadeau aux uns, il y en a d'autres qui payent, donc effectivement, on n'a eu aucun taux qui a bougé, sauf effectivement ce taux de vieillesse déplafonné. Alors, moi, j'aime bien toujours vous faire les trucs rapides. En fait, avant, c'était la génération 68, et puis donc moi, je m'en souvenais, les parents sur les barricades, hop, les premiers à devoir passer à 64 ans, eux, ils gagnent 3 mois. Et donc, c'est à partir de 1969 que ça sera vraiment 64 ans. Donc, 172 trimestres, c'est les fameux 43 ans dont je vous parlais. Donc, 172 que divise 4 égale 43. Donc, il ne faut quand même pas trop rentrer tard dans la vie active, parce que sinon, 64 ans, ce ne sera pas un problème. Si vous avez fait une première année de médecine, première année de psycho, première année de socio, et enfin, vous arrivez à l'IUT Louis Pasteur, vous voyez, finalement, 64 ans, vous n'aurez pas vos 43 années de cotisation. Et alors après, donc, tout le monde gagne 3 mois, sauf, toujours anomalie, des gens qui sont nés entre le 1er janvier et le 31 mars 65, qui, eux, gagnent 6 mois. Et alors là, ça, sauf à vous dire qu'ils devaient être amis avec un député, ça, je n'ai pas l'explication. C'est pas pourquoi tout le monde gagne 3 mois, mais eux, ils gagnent 6 mois. C'est quand même bizarre, parce que vous avez vu avant 63 ans et 3 mois et 62 ans et 9 mois. Donc ça doit être une histoire, que ça a été annoncé, le temps que ça arrive dans les tuyaux. Enfin bon, je n'ai pas encore eu l'explication de pourquoi. Il y a des gens qui sont nés au premier trimestre 65, eux, ils gagnent 6 mois. On n'a pas toujours toutes les explications. Et donc, ça rentrera en vigueur pour les gens qui prennent leur retraite à partir du 1er septembre 2026. Et alors, en matière de retraite, donc, je vous ai laissé la diapo compliquée avec plein de trucs à lire, mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai mis en bleu, moi, au 1er janvier 2027. Et alors là, moi, je vous fais un raccourci d'enfer. Au 1er janvier 2027, il n'y aura plus de cumul emploi-retraite pour les gens qui prennent leur retraite, donc à compter du 31 décembre 2026, parce que sinon, vous savez, c'est comme à France Travail. Ah si, quand tu es chômeur, tu peux travailler. On diminue juste tes allocations chômage de ce que tu gagnes. Pardon. Voilà. Donc là, ça sera le même système. Les retraités en 2027, ils pourront travailler, mais leur pension de retraite sera suspendue. Donc, qui c'est qui va travailler pour finalement rien gagner de plus, Enfin, vous voyez ça. Donc c'est comme ça qu'on vous fait le raccourci de dire qu'il n'y aura plus de cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Donc après, il y a tous les cas tordus. Mais donc, ça veut dire que là, par exemple, si on a des gens
qui se disent « Ouais, je ne sais pas bien, est-ce que je prends ma retraite au 30 septembre, tout ça ?» Par exemple, il vaut mieux la prendre au 30 novembre 2026, parce qu'au 30 novembre 2026, ils ne seront pas concernés, et donc ils pourront être en cumul emploi-retraite. Bon, ça, moi, ça me semble curieux, parce que quand même, nous, on adorait les gens qui faisaient du cumul emploi-retraite, puisqu'ils cotisaient à plein, et donc ils mettaient dans le pot de la collectivité. Donc là, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne pourraient plus continuer. Donc tout ce qui concerne 1er janvier 2027, moi, je me dis toujours que ça peut encore évoluer. On verra bien ce qui leur tourne. Mais donc, disons que ça sera plus compliqué à partir de l'année prochaine. Alors, par contre, donc, dans le gel de la réforme des retraites, il a pensé aux femmes. Donc là, pareil, ça va tenir jusqu'à temps qu'on ait d'abord un homme veuf dont la femme est morte en couche, qui va dire « mais moi, j'ai élevé mes enfants tout seul puisque ma femme est malheureusement décédée prématurément ». Et puis après, un autre homme qui va dire « moi, je le veux parce que moi, je suis un homme et je ne vois pas pourquoi les femmes auraient autre chose ». Mais pour l'instant, tant que ça tient, on aurait ça. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a un enfant, ça nous valorise 8 trimestres par enfant. C'est quand même très intéressant. Ceux qui me connaissent savent que j'en ai 3. 3 fois 8, 24 trimestres. Hop, comme ça, cagnotés. Mais sauf que ces trimestres cagnotés, ce n'est pas des trimestres cotisés. Donc, pour partir de manière anticipée, ça ne te servait à rien. Et puis moi, par exemple, en l'occurrence, ça ne me sert toujours à rien, puisque j'ai travaillé en même temps que j'ai eu mes enfants, donc youhou, j'ai 24 trimestres, mais ça me sert à rien. Et donc là, il y a un petit progrès qui dirait que ces trimestres cadeaux de la maternité, ça pourrait être pris en compte pour les départs carrière longue, donc avant l'âge de 64 ans, dans la limite de 2 trimestres. Mais alors, comme toujours, on n'a que ça, puisque là, vous voyez, par exemple, on attend le décret. Je ne peux pas vous dire si c'est 2 trimestres par femme ou si c'est 2 trimestres par enfant. Parce que vous voyez, si c'est 2 trimestres par femme, bon, on va dire qu'ils ont fait un cadeau de 3 mois, 6 mois pour le premier trimestre de 1965. Ils ont peut-être fait un cadeau de 6 mois pour les femmes. Donc ça, pour l'instant, on verra les précisions. Et par contre, donc, la modification là, du salaire annuel moyen, c'est le salaire annuel moyen de référence. Ah oui, alors là, ça ne va pas être gentil, mais je le dis toujours, donc moi, de toute façon, je parle pareil à tout le monde, donc désolé, les professeurs, nos chers amis professeurs, attention, vous allez vous prendre petit scud, pas gros scud, petit scud. Donc pour la retraite, nous, les gens du privé, on prend nos 25 meilleures années de salaire. D'accord ? Et donc là, avec la réforme, pour celles qui ont eu un enfant, on prendra les 24 meilleures. Donc forcément, si tu fais une moyenne sur 24 années plutôt que 25, ça sera plus favorable. Et une moyenne sur 23, pour celles qui ont eu 2 enfants en plus, ça sera plus favorable. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle va dire sur les fonctionnaires ? Ils l'ont déjà compris. Donc les fonctionnaires, eux, c'est les 6 derniers mois de salaire. Et donc, moi, on m'avait toujours dit, ah oui, mais les 6 derniers mois de salaire, mais nous, on ne cotise pas sur nos primes. C'est ça qu'on nous dit, pour le pendant, de dire, dans le privé, c'est les 25 meilleures années, chez les fonctionnaires, toutes les fonctions, quelles qu'elles soient, c'est les 6 derniers mois de salaire. Et puis, vous savez bien aussi, la blague, c'est que, hop, juste avant ta retraite, tu passes grand choix. Par exemple, chez les instituts, hop, tu as une petite promotion aux impôts, tu as une petite promotion sur ces 6 derniers mois de salaire. Et donc, moi, on m'avait toujours dit que c'est parce qu'ils ne cotisaient pas sur les primes, mais il y a un truc qui s'appelle la RAFP, la retraite additionnelle de la fonction publique. J'ai eu la chance de devoir faire des payes de la fonction publique, et donc, il faut paramétrer. Et donc, je dis, c'est quoi ça, RAFP ? Vous me voyez venir, là ? C'est une retraite additionnelle de la fonction publique sur les primes. Voilà. Bon, alors je me suis dit, peut-être ça ne concerne pas tous les fonctionnaires. Donc mon ex-mari était institut. J'ai regardé. RAFP, il a bien la ligne. Donc vous voyez que c'est le truc. Voilà. Donc ça, Monsieur Chanel a le droit de réponse. Monsieur Chanel a le droit de réponse. Pas de souci. Oui. Que les fonctionnaires n'ont pas de retraite complémentaire. Oui, mais c'est la retraite additionnelle de la fonction publique. Oui. Sur les primes. Oui. Mais la retraite complémentaire, avec le nombre de points acquis dans le privé, la retraite complémentaire, ça reste quand même un complément qui peut être intéressant. Oui. Que les fonctionnaires n'ont pas. Oui. On va pas ouvrir le débat parce que nous, la retraite à taux plein, c'est 50%, et vous, je crois que le taux est plus élevé. De votre dernier, 75% du dernier salaire des 6 mois. Oui. Alors, par contre, là où ils ne sont pas contents, c'est qu'ils ont eu la réforme de l'âge. Donc ça, maintenant, ils partent comme nous, quoi. Ils partent comme nous. Voilà.
Et donc, moi, je m'amuse, si vous avez des gens fonctionnaires, donc bien sûr, personne n'a jamais regardé la fiche de paye, c'est quand même le drame des gestionnaires de paye. On s'embête à mettre des lignes. Moi, j'ai accompagné des gens pour la retraite, c'est la première fois qu'ils regardaient leur fiche de paye, quoi. Et, oui, c'est ça que ça veut dire. Ah bah oui, tu pars juste en retraite dans 3 mois, mais c'est bien de l'avoir, c'est bien de l'avoir. Donc ça, vous pouvez jouer. Je crois que j'avais une fois une dame, son mari était gendarme, RAFP, pour les gendarmes. Donc c'est pour ça que je suis gentille à dire que peut-être que tout le monde n'est pas concerné, mais voilà. Bon, donc ça, il a pensé aux femmes. On verra bien si un jour c'est étendu aux hommes. Vous savez que pour les histoires de trimestres pour enfants, là, depuis 2004, c'est plus tard que ça, parce que mais depuis 2010, on peut splitter les trimestres entre la mère et le père, à raison de 4 trimestres qui sont toujours pour la mère, mais les autres 4 trimestres, ils peuvent être affectés au père avant l'âge des 4 ans de l'enfant. Et par contre, c'est irrévocable. Donc une fois que c'est donné au père, on ne pourra plus revenir derrière. Moi, je trouve que ça justifie bien quand, par exemple, le père, c'est lui qui s'arrête de travailler pour élever les enfants. J'avais eu le cas avec une infirmière libérale. C'est le papa qui ne travaillait pas le temps de l'éducation des enfants. Mais donc, avant 2010, je le sais puisque mon dernier, il est né en 2008, moi, ce n'était pas encore applicable, les trimestres allaient toujours à la mère. Voilà, donc ça, j'avance. Et donc, oui, alors là, du coup, comme on parlait un peu des femmes, hop, je vous ai glissé mon aparté 3 sur la transparence salariale. Donc ça, normalement, c'était prévu dans les tuyaux, où on était obligé, en droit européen, de reprendre dans le droit français d'ici le 7 juin 2026. Donc d'abord, j'avais lu que la Direction générale du travail disait non, mais nous, on ne sera pas prêts, on fera ça en 2027. Mais là, j'ai relu entre-temps qu'ils travaillent quand même sur le sujet. Donc, quand même affaire à suivre. Parce que, grosso modo, il ne faut pas penser que ça concernait que les très grandes entreprises. Pour les grandes entreprises, les entreprises de plus de 50 salariés en France, on devait faire déjà un index qu'on doit publier chaque année au 1er mars. Donc là, l'index, il sera plus, parce qu'on va devoir descendre dans des sous-catégories avec des primes, etc. Donc, il va être encore plus important. Mais il y avait aussi des dispositions qui concernaient toutes les entreprises, quel que soit l'effectif de l'entreprise, et qui concernaient notamment les candidats à l'embauche, où là, vous avez dû en entendre parler, il faudrait qu'on mette des fourchettes de rémunération pour le poste. Et donc là, des fourchettes de rémunération pour le poste, forcément, si tu mets sur ton annonce la fourchette basse, la fourchette haute, tes salariés actuels peuvent se dire, c'est rigolo ça, 3003, est-ce que moi je suis payé 2008 ? Vous voyez, ça peut être sympa dans les entreprises. Donc ça peut être ouvert à discussion. Donc là, vous pensez bien qu'on a déjà trouvé des parades. C'est qu'on va retravailler les noms, les intitulés des postes, pour descendre. Par exemple, chez FIBA, on n'a que des gestionnaires de paye, mais tout le monde ne fait pas le même travail. On va dire qu'il y a des assistants de paye très juniors, il y a des filles qui causent avec des clients qui peuvent aller en clientèle toutes seules. Et donc ça, dans les entreprises, il va falloir retravailler les noms de vos postes pour pas que ça soit un poste identique et que justement, quand vous deviez donner la rémunération d'un poste chez vous, vous ayez un gros différentiel. On n'a jamais besoin que tout le monde soit payé pareil. Souvent, dans les entreprises, on a des explications qu'on ne peut pas toujours donner. Moi, je suis très transparente avec vous. Tu peux avoir 2 collaboratrices qui, d'apparence, font le même job, mais on sait que celle-là, même un client coriace, elle arrivera à le faire sourire, que l'autre, on sait qu'elle va lui raccrocher au nez. Bon, alors ça, vous voyez, tu ne vas pas écrire ça, voilà. Et donc, on a pareil pour... moi, je me souviens que j'avais travaillé dans un cabinet de dermatologie qui avait beaucoup de secrétaires, et il y en a une qui était sympathique comme une porte de prison, et puis l'autre, c'était un vrai rayon de soleil. Donc, ça peut expliquer quand même un différentiel de salaire. Quand on parle de transparence, ce n'est pas que tout le monde soit payé pareil, pile poil. Il peut y avoir des variations, mais c'est toujours mieux quand tu peux les expliquer de manière objective. Donc à voir quand finalement ça sort. Là pour l'instant, donc c'était l'échéance 2027. Et donc par contre, nous on mettra un seuil plus bas qu'en Europe, parce que dans les entreprises en Europe, ça va être 100. Mais comme vous savez, nous on a très peu de grandes entreprises en France. Il n'y a que 1300 entreprises de plus de 1000 salariés en France. J'avais retenu ça précédemment. Donc nous, il faut qu'on mette un seuil à 50. Mais l'inconvénient de mettre un seuil à 50, c'est que très vite, tu arrives à des données individuelles. Et donc nous, on ne veut pas communiquer de données individuelles. Il y en a peut-être qu'on fait un raccourci, qui se sont dit, super, je vais pouvoir demander le salaire du comptable unique dans l'entreprise. Mais non.
parce que comme il est unique, que nous, on ne peut jamais communiquer de données individuelles, ça, vous voyez, on ne l'aura pas. Et c'est vrai que c'est l'inconvénient de raisonner sur des petites structures, parce qu'à 50, vite, tu as des postes uniques dans les entreprises. Donc, affaire à suivre, pour l'instant, pas immédiatement. Alors ça, je vous l'ai mis, ça vous fait un rappel. En fait, il y a eu une extension de l'exonération patronale sur les heures supplémentaires. Donc parfois, on a même oublié que ça existait, l'exonération en question. Donc dans les entreprises de moins de 20 salariés, le patron il a une exonération de 1,50 € par heure supplémentaire. Et dans les entreprises jusqu'à présent de plus de 20 et de moins de 250, on avait une réduction patronale de 0,50 centimes par heure supplémentaire. Donc ça, nous, on le voit beaucoup dans les dossiers qui sont restés à 39 heures. Hop, ça sort en automatique. On a l'exonération. Et donc là, à partir du 1er janvier, ils ont étendu la déduction là, de 0,50 par heure supplémentaire aux entreprises de plus de 250 salariés. Bon, donc ça, on n'a pas beaucoup en cabinet, mais peut-être chez vous, ça peut vous intéresser. Et j'aime à rappeler que ça marche aussi pour les rachats de jours de repos pour les cadres. Quand vous faites un rachat de jours de repos, une fois, ils avaient une frayeur sur un contrôle URSSAF, parce que la contrôleuse nous avait demandé c'est quoi ça. Mais en fait, chaque journée de repos est valorisée pour 7 heures. Et donc, quand on rachète des jours de repos, hop, on a la déduction. Vous voyez que ça faisait royal, 10,50 €. Donc, ça devait être dans une entreprise de plus de 20 salariés. Pour un rachat de jours de repos d'une journée. Voilà, bon, donc je vous ai laissé cette diapo-là. Alors la nouveauté, instauration d'un congé supplémentaire de naissance. Donc la semaine dernière, j'animais plus pour des entreprises qui font eux-mêmes leur paye. Et apparemment, là, vous êtes inondés dans les entreprises de questions sur le congé supplémentaire de naissance. Comme si vous ne posez pas la question en mars, ils allaient perdre un droit en juillet. Parce que donc c'est quand même en juillet, donc, où ils sont très très contents de venir par an, et il faut les choyer, puisque je vous rappelle qu'il n'y en a plus beaucoup. Moi, par exemple, dans la maternité dans laquelle j'ai mis mes enfants, il y avait quand même une banderole place disponible. Donc là, je peux vous dire, ça n'est jamais arrivé, parce que nous, on se disait toujours, on ne va jamais pouvoir faire garder nos mômes. Donc là, maintenant, si dans les crèches, ils te mettent des banderoles place disponible, vous voyez, pour être sûr qu'on les voit. Donc, faites des bébés. Moi, j'en ai 3. Enfin, maintenant, c'est des grandes saucisses, mais c'est vraiment très sympa. Donc, moi, je recommande de faire des enfants. Et donc, nouveau congé de naissance distinct du congé de maternité et de paternité. Donc, rien que déjà là, on dit il va falloir qu'ils prennent leur congé de maternité et leur congé de paternité avant de voir ce congé supplémentaire de naissance. Donc ça, déjà, c'est ce qu'on sait. Il faudra déjà qu'ils prennent leur congé de paternité. C'est plus ça qui est lié, puisque le congé de maternité, généralement, on le prend. Donc, on pourrait prendre 2 fois une période d'1 mois, au choix du parent. Et vous voyez que le vocabulaire, il est important, parce que parent, ça va être papa, maman, ou conjoint du parent. 1 mois ou 2 mois, et soit les deux d'un coup, soit de manière alternée. Et donc là, la bonne nouvelle, ça concerne tous les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, y compris les petits farceurs qu'on adore d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire qu'on pointait leur bout du nez avant le 31 décembre, ils valent une demi-part, ça c'est quand même génial, parce que nous on adore les bébés qui sont nés le 30 décembre, ils n'ont rien coûté, parce qu'ils étaient allaités ou à un petit coup de biberon, et hop, une demi-part pour toute l'année 2025, cela c'est super. Mais là, ils y ont pensé, s'ils étaient prévus au programme, donc là il faudra le papier de la CAF qui fera le poids, ils étaient prévus après le 1er janvier 2026, ça c'est coup double. Donc là déjà, là il faut les aimer très fort, rapporte d'un point de vue fiscal et en plus congé de naissance, donc ça ils ont été sympas, ils ont prévu. Et alors après on peut se dire pourquoi qu'ils attendent le 1er juillet 2026, c'est parce que quand même, vous voyez, il faut mettre les formulaires en place, tout ça, les trucs de demande. Et bon, c'est là où moi je disais après le rôle de l'entreprise va s'arrêter, puisque c'est des IJ de sécu. Donc alors là, par exemple, moi c'est pour ça que j'adore animer des formations, parce que tout de suite on a des chouettes questions. Donc premier mois, 70% du salaire net antérieur. Donc là on se dit déjà, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils ne vont pas avoir leur salaire complet. Là dans ceux, les excités qui vous disent, moi je veux le prendre, moi je veux le prendre. Est-ce qu'ils ont bien lu ça? Le deuxième mois, 60% du net. Et voyez dans la phrase, dans la limite du plafond de la sécurité sociale 4005, vous savez que pour le congé mat, c'est aussi la limite, 4005. L'histoire du salaire net, ça, j'y crois pas. Je pense que ça va être le salaire brut moins 21%. Vous savez comme ils font pour les congés maternité. Donc là, hop, ça va chinoiser. Ils vont nous dire, mais t'as vu, ils ont écrit salaire net. Mais bon, nous, on sait bien que c'est un faux salaire net, c'est le salaire brut moins 21%. Et alors, ce que je ne sais pas dire, mais moi, à votre place, je tenterai ça, c'est que je pense que ça va être maxi 70% de 4005. Et vous voyez, pas 70% du salaire net
et je peux avoir 4005. Et s'ils ont 4005, ma foi, ils seront bien contents, mais voilà. Alors, question rigolote que j'ai eue, quand on le prend simultanément, comment on choisit celui qui a 70% et celui qui a 60%, hein? Parce que vous voyez, là, on peut s'en parler aussi, parce que c'est toujours un hasard total que les messieurs gagnent plus que les dames, hein, toujours. Moi, quand je fais des index, ben c'est étonnant, dans les 10, c'est que des garçons. Toujours des bonnes raisons. Hein, mais... Donc voilà, donc ça, par exemple, on n'a pas la réponse encore. Hein, parce que là, c'est mignon, tu peux les prendre de manière simultanée ou alternée. Hein, et donc, si tu les prends les deux en même temps, qui c'est qui aura 70, qui c'est qui aura 60%, ce sera peut-être comme dans les magasins, hein, sur l'article le plus cher. Hein, bon, on verra. Hein, donc voilà, j'ai pas plus. Ou après, vous voyez, hein, soyez rusés, le plus haut salaire commence. Hein, bon, voilà, hein, ça c'est à vous de voir. Hein, mais donc, on n'a pas plus d'infos pour le moment, quoi. On n'a pas plus d'infos pour le moment. Et après, sur les excités qui se disent, je fais tout de suite le courrier, hein, je vous rappelle que tout ce qui concerne la naissance, hein, l'employeur, il peut dire, vraiment, ça ne m'arrange pas, mais à part dire, vraiment, ça ne m'arrange pas, il est obligé d'accepter les dates. Parce que là, vous voyez que là, dans les entreprises que je suis là, chaque trimestre, c'est des enfants à naître. Hein. L'enfant n'est pas déjà né, qui demande déjà. Bon, attendons de voir déjà qui sort du ventre, congé de naissance, congé de paternité, vous voyez, de là à écrire tout de suite. Bon, voilà. Hein. Hop. Alors, mesures sociales pour la loi de finances pour 2026. Donc là, est-ce que vous savez ce qui nous est tombé dessus ? Parce que là, c'était quand même inattendu. Alors, je crois que je commence d'abord en douceur. Voilà, je commence en douceur. Donc ça, bon, on a eu la confirmation un peu plus tôt que l'année dernière, parce que l'année dernière, on ne l'avait pas eu pour les payes de janvier. C'est toujours possible de prendre plus que les 50% obligatoires, vous savez, sur les abonnements de transport public. Hein, donc je rappelle que quand on a un abonnement de transport public, l'employeur, il est obligé de prendre 50%. C'est sur justificatif. Hein, donc ça, moi, j'ai plein d'entreprises clientes qui ont testé pour vous. Hein, ils ne demandent plus les justificatifs. Au moment du contrôle URSSAF, il faut les justificatifs. Vous n'avez pas les justificatifs, vous vous faites redresser. Hein, ou alors, la personne, d'abord, elle venait effectivement avec la CTS, et puis d'un coup, elle ne venait plus avec la CTS. Hein, donc, elle a arrêté son abonnement, mais elle ne vous l'a pas dit, vous continuez à rembourser. Donc ça, c'est bon, mais sur justificatif. Donc, il faut que vous récupériez les justificatifs. Donc, la partie tout en bleu, prise en charge obligatoire à 50%, on est exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Et le truc qui est un peu sympa, qui existe depuis, je crois, 3-4 ans maintenant, c'est qu'on peut monter jusqu'à 75%. Et là, c'est exonéré de charges sociales et d'impôts. Alors, malheureusement, on n'a toujours que des prolongations d'1 an, hein, par 1 an, puisque ça dépend de la loi de finances. Et on peut toujours prendre 100%. Hein, des frais d'abonnement de transport, j'ai quelques clients qui nous font ça, et à ce moment-là, il n'y a pas du tout de cotisation sociale, mais il y a de l'impôt sur le revenu sur les 25%. Hein. Et alors là, de l'impôt sur le revenu sur les 25%, si les gens sont non imposables, hein, vous allez dire en pratique ça ne change rien, mais ça rentre dans le net imposable, hein, donc c'est quand même important, hein, de dire que le petit chou, il rentre dans le net imposable, donc après pour toutes les autres aides, hein, ça peut jouer quand même. Hein. Ouais. Donc pour le supplément. Et donc là, roulement de tambour, le truc pas drôle du tout, là, qui était inattendu. Hein, donc moi, ah non, ça oui, encore les pourboires, j'avais zigouillé les pourboires. Donc les pourboires, ça, ils nous parlent toujours des pourboires. Mais là, je suis très contente, parce que comme ça, je ne vais plus en entendre parler jusqu'en 2028, hein, que donc les pourboires, ils sont, exonérés. Hein, bon, ça, souvent, on n'en parlait pas. Mais là, en fait, ils devaient être embêtés, puisque maintenant, vous savez, bon, déjà, le français n'est pas très pourboire. Hein, c'est vrai que Royal... Tu es très, très, très content. Moi, je mets 5 €. Et c'est quand même, hein, par rapport aux Américains, tout ça, on ne donne pas beaucoup de pourboire. Mais maintenant, ils sont embêtés puisque tu peux les rajouter sur la carte bleue, puisqu'on leur faisait tous le coup. Ah, déjà qu'on n'était pas généreux, en plus, on n'a pas de pièces. Hein, donc maintenant, ils ont rusé, hein, les bons serveurs qui sont... Ah, vous les rajoutez un peu pour le pourboire. Et donc là, imaginez, pour l'État, c'est quand même vache. Ils ont les montants des pourboires sur les relevés de carte bleue et zoup, ça disparaît. Donc, mais bon, là, on est tranquille jusqu'en 2028. Bon, alors là, je vous aurais bien fait un teasing. J'espère que c'est la diapo suivante. Voilà. Nouveauté inattendue. Donc, c'est sur les gratifications attribuées à l'occasion de la remise d'une médaille du travail. Donc, ça, c'est absolument pas obligatoire. Il y a certaines conventions collectives qui le prévoient. Là, hier, on a reparlé de la convention collective de l'immobilier, hein, qui prévoit le versement d'une médaille de travail. Donc là, on vous rappelle les noms, argent pour 20 ans, vermeil pour 30 ans, or pour 35 ans
et grande médaille d'or, là on a l'impression que c'est les JO pour 40 ans. On n'est pas obligé d'être dans la même entreprise pour avoir ça, c'est quand tu as travaillé, hop, tu peux le demander, et dans les entreprises, donc c'est facultatif. Souvent dans les entreprises, on regarde l'ancienneté au sein de l'entreprise, pour panacher. Et donc avant, donc là je vous rappelle que normalement on regarde le fiscal, et donc là, le fiscal, ça saute à cause de la loi de finances. Donc là je vous ai gardé le support du Club social national. Vous voyez, ils vous mettent suppression de l'exonération fiscale à compter du 1er janvier 2026. Et là, donc, j'ai une de mes collaboratrices, la cliente royale, lui a donné en février, parce que je lui dis, mais pourquoi en février, une médaille du travail qui aurait été versée l'année dernière. Dommage, parce qu'en matière d'impôt, c'est recettes dépenses, donc c'est en février. Et donc, elle avait été chercher, je n'ai pas eu le temps de vous croiser l'information, sur des sites. On a trouvé que le site de la CFDT qui mettait que c'était qu'à compter du 21 février 2026. Bon, enfin, 21 février 2026, je lui ai dit, t'es cuite, puisque comme elle l'a versé sur février, le virement, il va être après le 21 février. Mais donc, normalement, de toute façon, la promotion, c'est la promotion du 14 juillet. Donc, on aura des éclaircissements. Pour moi, j'en reste au texte du Club social, parce que la loi de finances, certes, elle a été publiée tardivement, mais elle couvre toute l'année en cours. C'est toujours ça, il tarde à la faire, mais toutes les dispositions sont immédiatement applicables. Et alors, qu'en est-il d'un point de vue social? Ça, c'est pareil, on aura peut-être un éclaircissement du boss d'ici là. Mais comme on avait l'exonération sociale, parce qu'on avait une exonération fiscale, pour moi, l'exonération sociale tombe aussi. Mais là, vous avez vu qu'ils vous ont mis point d'exclamation, d'interrogation. Pour l'instant, on ne sait pas. La prochaine promotion, c'est, le 14 juillet. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir d'autres médailles du travail si vous en appliquez liées à votre convention collective. Pour moi, il faudrait soumettre aussi à cotisation. Donc là, c'est quand même la tuile pour les gens, parce que je rappelle qu'on pouvait verser 1 mois de salaire normal, donc y compris des gros salaires, en franchise de cotisation et d'impôt. Donc ça, pour moi, c'était inattendu. On sait qu'ils cherchent des sous, qu'ils aillent en chercher là. Forcément, les gens concernés râlent. Mais ça, on est en France. Tu es d'accord pour la mesure qui concerne le voisin, mais dès que ça te concerne toi, tu n'es pas d'accord. Alors, l'autre nouveauté, c'est l'extension du champ d'application de la taxe d'apprentissage à tous les organismes sans but lucratif. Donc là, on a de la chance, c'est qu'on reçoit un courrier de l'URSSAF. Ça nous permet un peu de savoir qui est concerné. Et donc, par contre, bizarre, c'est à partir du 1er mars. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de rattrapage au 1er janvier. À partir du 1er mars, ils vont devoir payer la taxe d'apprentissage. Donc, voilà. Ça, j'ai voulu vous en parler parce que je trouve que c'est aussi intéressant pour votre culture. Donc, ils aiment bien les acronymes. Là, je vous avais remis « Jeunes entreprises innovantes à impact ». Donc, on connaissait les JEI. Et là, c'est JE. Ils vont peut-être appeler ça 2I, parce que sinon, II, ça fait un peu bizarre. II. Bon. Donc, ça va être les conditions classiques de reconnaissance de qualité de jeune entreprise. Donc, ça, moins de 250 salariés. Vous voyez, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions. Généralement, c'est des conditions de détention du capital en direct et avoir été créé depuis moins de 8 ans. Et pour qu'il soit à impact, il va y avoir donc des critères supplémentaires. Et donc, c'est ça qui me paraissait intéressant. Un jeune entreprise d'utilité sociale ou des sociétés commerciales qui pourraient relever de l'économie sociale et solidaire. Et donc, là, il faudra accueillir, comme dans les jeunes entreprises, des dépenses de recherche. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Il faut qu'il y ait suffisamment de dépenses de recherche. Et comme je dis toujours, tu fais ça, contrôle fiscal, contrôle URSSAF. Moi, je me souviens que chez Secal, on avait des entreprises dans ce domaine-là. Bon, mais c'est pas grave. Mais tu es sûr d'avoir des contrôles pour vérifier que ce que tu fais, c'est correct. Donc, il ne faut pas le faire à la légère. Enfin, en tout cas, vous êtes sûr de vous faire contrôler. Et donc, l'objectif, ça sera d'être exonéré des cotisations patronales là, qui sont listées. Donc, effectivement, assurance maladie, assurance vieillesse, cotisation d'allocation familiale. Et donc, après, comme on va vous parler de la RGDU, en fait, ça intéresse quand on a des hauts salaires. Et donc là, vous voyez, comme on parle de recherche-développement, vous voyez qu'on a une exonération de la part de la rémunération inférieure à 4,5 fois le SMIC. Donc, vous voyez, ils ont quand même été assez hauts, parce que qui dit de la recherche, dit pas forcément des gens payés ras des pâquerettes.
Donc bon, ça, je trouvais que c'était intéressant. Et éventuellement, plus pour des gens qui seraient déjà dans le secteur là, de l'utilité sociale ou de l'économie sociale et solidaire, qui auraient des projets de recherche, ça peut peut-être être intéressant de creuser la question, si vous remplissez les conditions des jeunes entreprises. Voilà, donc ça, c'était plus pour votre culture. Et alors, aide à l'apprentissage, donc là, vous êtes quand même particulièrement concerné. Donc là, j'ai essayé de retravailler la diapo pour qu'elle soit le plus claire possible. En fait, ce qui restait, c'était l'aide pérenne pour les entreprises de moins de 250 salariés pour les diplômes jusqu'au bac. Alors bon, moi j'ai tendance à faire un raccourci, mais là par exemple typiquement au sein de l'IUT, on n'a pas ça, donc on a pour des BEP, des CAP et puis effectivement des bacs. Donc là on avait l'aide qui était pérenne à 5 000 €, 6 000 € si on a un travailleur handicapé, mais depuis donc ça avait été suspendu, on attendait la loi de finances, qui a donc tardé à venir, qui nous disait il va y avoir quelque chose, et c'est ça que je vous ai dit qui est tombé donc la semaine dernière. Donc là on parle d'aide exceptionnelle, versée donc que pour la première année. Je vous l'ai pas remis là, mais vous savez maintenant elle est aussi versée au prorata. Si le contrat il commence en cours de mois, s'il se finit en cours de mois, maintenant ça sera au prorata. Et donc là vous voyez, extraordinaire, pour les contrats conclus à compter, donc moi j'avais une course, donc je sais vous dire que c'est un dimanche. Donc ça, des contrats d'apprentissage conclus un dimanche, bon, remarquez peut-être dans la restauration, mais enfin je pense que c'est quand même assez rare, 8 mars 2026, et qui démarreront avant le 1er janvier 2027. Donc là, ils anticipent, vous savez, les contrats qu'on va signer à l'arrache le 20 décembre, et qui donc faudra qu'ils commencent avant le 31 décembre 2026 pour bénéficier de ces aides-là. Et donc, je ne vous ai pas mis le support que je pensais vous mettre, parce que j'avais retravaillé un petit peu pour que ça soit plus joli. Mais donc, celui que vous aurez en PDF, ça sera un peu plus joli. Donc, en fait, pour tout ce qui est au plus le bac, on a l'aide pérenne pour les plus de 250. Et donc, dans les entreprises de plus de 250, ils auront 2 000 €. Et ensuite, pour les bacs plus 2, donc jusqu'au bac plus 2, c'est 4 500 ou 1 500 dans les entreprises de plus de 250 salariés. Et tout ce qui est au-dessus de bac plus 2, donc on est à 2 000 €. Donc là, pareil, ils sont venus chercher de l'argent, il y a nettement moins d'aide qu'avant. 750 dans les entreprises de plus de 250 salariés. Et vous savez qu'en plus, dans les entreprises de 250 salariés, ils ont un engagement à prendre de progression de nombre d'alternants. Eux, ils n'ont pas forcément tout facile. Et toujours 6 000 € si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé. Et alors là, je ne vous ai pas fait de petit aparté, parce que sinon ça aurait été l'aparté 4. Mais donc, je vous le dis oralement, en mai, on va devoir faire la déclaration pour les entreprises de plus de 20 salariés, vous savez, pour l'obligation des travailleurs handicapés. Donc, ça y est, les arnaques recommencent, ça c'est grand classique. Donc, je rappelle qu'à une exception, si vous en avez d'autres, vous me le direz, mais moi, donc, on a un client qui est dans l'industrie pharmaceutique où il faut qu'on paye ailleurs qu'à l'URSSAF, mais sinon, on ne paye qu'à l'URSSAF. Donc tous les margoulins qui vous disent qu'ils veulent, etc. Donc ils vous font tous des acronymes autour de ETH, AGFIP, mais en fait les lettres sont dans le désordre. Ils vous demandent des renseignements. Je vous rappelle, parce que moi j'ai déjà vécu une arnaque, au début ils n'ont pas beaucoup de renseignements. Mais en fait quand vous leur répondez et que vous donnez des renseignements, ils ont des renseignements. Vous voyez, c'est le principe de l'arnaque. Mais au début, ils lancent. C'est comme quand vous recevez des mails à titre perso de Free, vous n'avez pas payé. Si tu es chez SFR, ça ne te fait aucun effet. Si tu es chez Free, hop, tu regardes. Mais c'est le principe des arnaques, ils envoient tout le monde, et donc de temps en temps, ça prend. Donc là, vraiment, méfiez-vous. Moi, chaque année, j'ai des clients qui me reroutent des mails en me disant « ça m'a l'air d'être une arnaque ». Donc là, j'en ai déjà eu, puisque comme c'est pour le mois de mai, des officines qui vous aident à préparer les déclarations, etc. Et donc là, ce qui arrive maintenant, c'est que donc déjà, il n'y a plus l'écrêtement. Là, jusqu'à présent, on avait l'écrêtement. Parce que là, j'ai essayé de faire appel à ma mémoire. Il me semble qu'avant, c'était les établissements de plus de 20 qui devaient payer la contribution handicapée. Et on est passé aux entreprises de plus de 20 qui doivent payer la contribution handicapée. Donc si vous aviez un seul établissement, ça vous fait ni chaud ni froid. Mais nous, par exemple, chez Secal, on accompagnait un très grand groupe de stations-service, plus de 1000. Et je devais avoir que 4-5 stations qui étaient plus de 20, donc on ne payait pas d'AGFIP. 1000 fois 6%, vous voyez, c'est tout de suite moins sympa. Quand tu es à ces nombres-là, tu n'es pas à 400 fois le SMIC, ça grimpe, c'est 500, 600 fois le SMIC. Et je vous rappelle que vous êtes à 400 fois le SMIC, si vous n'êtes pas une très grande entreprise, que parce que vous faites des démarches en faveur du travail handicapé. Si vous ne faites rien,
vous êtes puni, et c'est 1500 fois le SMIC par unité manquante. Donc tout de suite, ça fait quand même chéro. Et donc, on vous conseillait toujours de faire des choses si vous n'aviez pas de travailleurs handicapés, notamment, vous savez, des factures avec des centres d'aide par le travail. Et donc là, j'ai vu passer, dans tous les trucs qu'on doit voir passer, que pour que les dépenses soient déductibles, il faudra au moins que j'ai un travailleur handicapé. Donc déjà, je ne vais pas avoir l'écrêtement, si j'avais l'écrêtement avant. Et deux, pour déduire les dépenses, il faudra au moins que j'ai un travailleur handicapé. Or, nous, on va dire qu'on accompagne beaucoup d'entreprises, on va dire au-dessus de 20 et moins de 50. Donc 20, en fait, il te faut un travailleur handicapé. Donc si tu ne l'as pas, on faisait des dépenses. Donc les dépenses seront toujours utiles pour ne pas tomber à 1500 fois le SMIC, mais on ne pourra plus les déduire. Donc là, je pressens une augmentation de la contribution au mois de mai. Et donc là, on est en mars. Donc moi, j'aime bien pressentir et vous laisser un peu de marge. Mais donc de regarder ça. Mais donc ne dites pas, ça ne sert à rien de faire des dépenses, parce que sinon vous allez tomber à 1500. Donc le mieux, c'est toujours d'essayer de recruter un travailleur handicapé. J'en avais parlé à une boulangerie, une grosse boulangerie, enfin ils sont 50 sur 3 établissements, et ils ont effectivement réussi, alors c'est à la faveur d'un de leurs salariés qui a été reconnu invalide, et donc ils ont fait tout le dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc c'est aussi le travail qu'on doit mener en entreprise pour parfois détecter des salariés qui ne vous ont pas dit qu'ils avaient la reconnaissance travailleurs handicapés. Donc c'est quand même délicat, puisque ça fait plutôt partie des questions interdites, mais il faut que vous essayiez d'œuvrer là-dessus, parce que sinon, effectivement, ça fait chéron. Alors, la fameuse réduction générale unique dégressive. Alors, je vous ai laissé la formule, donc je vais vous laisser l'analyser. Après, je vais cacher la diapo et vous écrirez la formule sur une feuille. Je ramasserai les feuilles et je les noterai. Vous êtes d'accord? Même pour les anciens élèves. Voilà. Donc, une formule, alors, donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais donc, il y a effectivement une garantie d'exonération d'au moins 2% jusqu'à 3 SMIC. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, on allait jusqu'à 3,3 fois le SMIC, et là, on est tombé à 3 SMIC. Et donc, mathématiquement, tous les salariés qui sont payés entre 3 SMIC et 3,3 fois le SMIC, on a perdu 1,80. Ça, déjà, c'est une analyse assez facile de la formule. Après, le T-delta, donc on a deux taux, en fonction de savoir si on est... Alors, on ne dit pas plus ou moins de 50, parce que vous savez, avec les effets de lissage, tu peux être plus de 50, mais encore appliquer le FNAL à 0,10 pendant 5 ans, puisque Macron, il nous a fait un système pour qu'on soit puni qu'après 5 ans, quand on dépasse les seuils. Donc, c'est pour ça que vous avez deux taux. Mais l'objectif, donc, c'est d'annuler complètement les charges sociales sur un SMIC, à hauteur donc des charges sociales patronales obligatoires, donc qui sont de 37,81. Ça, c'est pareil comme info, vous voyez, c'est écrit là. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai dû préparer le support, ça m'a permis de savoir tout ça. Donc, sur les charges sociales, par exemple, à 3,01 du SMIC, on aura 37,81% déjà de charges sociales obligatoires, plus encore quelques-unes dont je vais vous parler, et 38,21 dans les entreprises de plus de 50. Et puis là, bon, ça, je suis quand même assez admirative, parce que le P, qui s'appelle coefficient de puissance, alors là, moi, j'aurais jamais pu vous dire que ça s'appelait un coefficient de puissance, ça va vous permettre d'avoir un lissage progressif, d'ailleurs, je devrais peut-être vous le faire comme ça, plutôt la courbe, et ça sera mieux, on n'aura plus d'effet de seuil, parce que si vous vous souvenez, dans le système précédent, on avait un gros effet de seuil. Donc avant, c'était à 2,5 fois le SMIC. Depuis l'année dernière, c'était à 2,25 fois le SMIC. Où là, d'un coup d'un seul, tu dépassais d'€, pan, tu te prenais 6% depuis le 1er janvier. Donc là, c'était quand même assez rude. Ce qu'on voyait souvent, c'était au moment du paiement du 13e mois en fin d'année. Ou alors, pour des gens qui étaient absents, où on maintenait le salaire, pas d'heure en face, scrinch, on se payait le rattrapage des 6% depuis le début de l'année. Donc ce coefficient de puissance, ça va vous permettre d'avoir une dégressivité jusqu'à donc 0 SMIC et 3 SMIC. Alors j'ai un peu simplifié les diapos, parce que quand même, sinon ça vous faisait beaucoup de diapos que finalement on ne lit plus. Alors moi, c'est moi qui ai fait la diapo, mais je ne la lisais même plus. Ça, c'est le reste à charge des cotisations comprises dans le champ d'application de la RGDU. Et je vous ai laissé le SMIC de l'année dernière, parce que je trouve que comme ça, on compare ce qui est comparable. Parce que forcément, si tu mets le SMIC 2025 et le SMIC 2026, ça vous change. Alors, avant de rentrer dans le détail, vous voyez que par exemple, sur la ligne rémunération à SMIC,
plus de charge sociale. Et là, vous allez me dire, bah si, Annabelle, il y a quand même, on le verra sur ma petite diapo après, il doit y avoir à peu près 28 € encore de reste à charge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la contribution sociale de solidarité, vous savez qu'on a instituée en 2004, après la canicule de 2003, donc qui fait face à la journée de solidarité, les 0,30. Il y a tout le surplus de votre taux AT, il y a 0,45, je crois, à peu près c'est l'ordre de grandeur, du taux AT qui est exonéré. Et puis bien sûr, après, il y a la taxe d'apprentissage, la formation professionnelle continue. Si vous avez une prévoyance obligatoire dans votre entreprise, la part patronale de prévoyance, la complémentaire santé, qui est obligatoire dans les entreprises, c'est tout ça. Mais pour la partie officielle liée à la réglementation, plus du tout de charge sociale sur un SMIC. Et donc ça, les gens ont du mal à y croire. Moi, j'ai remontré une fiche de paye pour le voir. Et donc, effectivement, le salarié a plus de charge sociale que le patron sur un SMIC. Moi, je considère qu'il n'y a plus grand monde qui est payé strictement au SMIC en France, parce que souvent, dans les conventions, on te rajoute des choses. Dans hôtel, café, restaurant, tu as les avantages en nature aux nourritures, les indemnités compensatrices, donc tu as en plus. Dans le BTP, j'en profite pour le glisser, dans le BTP, il y a les indemnités qui sont inversées du fait qu'ils ne soient pas sédentaires. L'URSSAF redresse. Alors l'URSSAF redresse tous ceux qui sont strictement au minima. Si vous avez de la chance que votre client il paye un peu au-dessus des minima, vous ne serez pas redressé. Mais les indemnités dans le BTP, elles sont à verser parce que les gens, ils sont itinérants. Et donc, hop, ça vient forcément renchérir ton salaire. Mais donc, sur un SMIC strict, plus de charge sociale. Et après, ils ont créé, avec la nouvelle formule, une zone pas aimée, donc vous voyez, qui est au-dessus du SMIC et jusqu'à 1,3 fois le SMIC, parce que ça, on nous avait déjà mis dans les tuyaux, donc c'était fin 2024, où ils nous avaient vraiment fait peur, notamment dans la restauration qui s'était saisie du problème, où ils voulaient désmicardiser la France, et ils nous avaient dit, il n'y aura plus de réduction pour les salaires jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Donc là, ils sont revenus là-dessus, mais vous avez vu que la nouvelle formule, elle est moins favorable que l'ancienne. Alors bon, vous allez dire 190 € annuels de plus, ça ne va pas non plus être complètement stressant pour les clients, sauf si tu as toute ta masse salariale à ce niveau-là. Et donc là, moi, par exemple, j'ai été amené à travailler avec quelques clients. Il faut que ça soit des masses salariales significatives avec beaucoup de salaires à ces niveaux-là. Et donc, nous, on a une EHPAD. Donc, je nierais, même si c'est enregistré, avoir dit que je dis que les gens sont bien payés en EHPAD. Mais en fait, avec le plan blanc, les Ségur, les primes et les gna-gna-gna, la dame avec qui j'ai travaillé, c'est un gros EHPAD, sa rémunération annuelle de base, c'était 1,4 fois le SMIC. Donc, vous voyez que ça va dans mon sens de dire, bon, mais finalement, il n'y a plus tellement de gens qui sont payés pile poil au SMIC. Et donc, je lui ai dit, ah ben là, vous avez de la chance, ce que vous voyez dans mon tableau, à 1,4 fois le SMIC, entre guillemets, ils sont bien notés par le gouvernement, et eux, donc, la nouvelle formule leur est favorable. Donc, moi, j'ai affiné les calculs après avec le nouveau SMIC, mais là, c'est ce qu'on voulait montrer dans le tableau, c'est que là, par exemple, à 1,4 fois le SMIC, la nouvelle formule leur permettait de gagner 0,77% de leur masse salariale. Donc, vous voyez, moi, chez Sécal, on avait beaucoup de pompistes, donc tous les employés de station-service, ils étaient payés au même prix. Bon, quand tu as 700 employés de station-service, là, vous voyez que dans les arbitrages de NAO, ça peut être intéressant quand même de voir si la RGDU, tu es dans la partie, alors on vous a mis du rose, c'était plutôt l'idée de faire du rouge, ou dans la partie verte, voilà. Il n'y a pas de daltonien, parce que moi j'étais trop contente de mon tableau, j'avais mis du vert, du rouge, je le soumets à l'expert comptable qui dirige le bureau d'Agno, que j'adore, qui a fait du social quand il était expert comptable stagiaire, je lui montre, il me dit, tu peux me dire ce que c'est la couleur là? Je me dis, il est daltonien. Il est daltonien. Donc, du coup, j'ai fait des encadrés. Alors, après, le seuil de nouveau critique, il n'est pas pile poil à 2 fois le SMIC. En fait, il est à 2,25 fois le SMIC. Donc, les gens qui sont pile poil à 2,25 fois le SMIC, c'est les plus pénalisés de la réforme. Pourquoi ça? Parce que c'était l'ancien seuil où, vous saviez, vous aviez l'histoire des plus ou moins 6%. Parce qu'en fait, les Fillon, ça allait jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Après, on avait l'exonération totale des 6% jusqu'à 2,25 fois le SMIC. Et au-delà de 2,25 fois le SMIC, on avait les 1,8. C'était comme ça, on avait, on va dire, des cassures dans la linéarité. Que là, maintenant, donc, c'est tout lié. Et donc, effectivement, ceux qui sont à 2,25 fois le SMIC en annuel, ils se retrouvent pénalisés par la nouvelle formule.
Donc voilà, donc ça, moi je trouvais que c'était intéressant de vous le partager pour que vous puissiez regarder un peu sur votre masse salariale si vous allez être gagnant ou perdant avec la nouvelle formule. Voilà. Et donc voilà, ma petite fiche, donc je vous parle justement des allègements de charges. Pourquoi vaut-il mieux embaucher en CDI qu'en CDD? Bon, donc moi, forcément, je cours toujours un petit peu après le temps. Et donc là, j'avais déjà eu une veto qui n'a pas beaucoup de salariés, qui veut toujours embaucher en CDD. Ça, déjà, c'est pas possible. Souvent, nous, vous voyez, on a des clients, ils n'ont pas de salariés, ils veulent embaucher en CDD. Comme le CDD ne peut pas pourvoir un poste permanent, si déjà tu n'as pas de salarié, vous voyez, déjà me vendre un CDD, ça va être plus dur. Donc j'avais déjà tenté de dire à cette veto que c'était bête qu'elle lui propose un CDD, qu'on n'avait pas de motif et tout ça. Ça n'avait pas marché. Et là, un autre vendredi matin, j'ai un très beau petit mail. J'ai souvent des mails contrariants le vendredi. Je ne sais pas pourquoi. Les gens, en fait, attendent toute la semaine pour se passer les nerfs. Et là, ils se disent « Ah merde, c'est bientôt le week-end. » Paf, ils t'envoient leur crasse le vendredi matin. Donc le vendredi matin, je suis souvent stressée. Et donc là, c'est rigolo. C'est une de mes collaboratrices qui m'envoie un mail que moi, j'ai lu très calme. « Annabelle, puis-je te laisser répondre aux clients ?» Mais là, tout de suite, je sentais, vous voyez, moi, j'ai lu le mail calme que ma collaboratrice... Annabelle, est-ce que tu peux répondre aux clients? Vous voyez, on n'a pas le ton quand tu lis le mail. Mais j'étais de bonne humeur, je savais de toute façon à quoi m'attendre le vendredi. Et là, donc, je lis en dessous, je vois que le client demandait un CDD. Fort logiquement, ma collaboratrice lui demandait le motif du CDD. Et le client répond, je ne sais pas, moi, du travail, 3 points d'exclamation. Ah, voilà. Donc ça, nous, il fallait qu'on en conclue que donc, il voulait être dans le cas, vous savez, de surcroît, d'activité, voilà. Bon, je me suis dit, comme là j'étais en forme, je me suis dit, remettons à jour, parce qu'on a changé de couleur. Fibar, avant, on était bleu, maintenant on a 3 couleurs. Donc on a du bleu, du rose, c'est pour ça que j'ai une petite veste rose. C'est super parce que nous, pour se fringuer, et du orange, vous voyez. Donc, mais je me suis dit, tiens, je vais remettre à jour ma petite note qui était avant toute bleue pour la passer aux nouvelles couleurs. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Moi, ce que je dis toujours aux clients, c'est que c'est facile d'arriver à l'heure et de bonne humeur pendant 2 semaines. Si par exemple, tu as fait un CDD de 3 mois, le gars, il est bien gentil pendant 2 semaines, après, tu te le colles quand même 3 mois. C'est ça aussi qu'il faut voir, puisqu'après, pour rompre le contrat, ça sera que en cas de faute grave du salarié. Bon, ça, vous savez que c'est quand même très, très rare que la faute grave elle soit reconnue. Et à l'inverse, le salarié, il peut se barrer en 48 heures. Donc, vous voyez, moi, j'ai rarement embauché des gestionnaires de paye en CDD, parce que, hop, tu l'as formée, elle est formée, elle ne trouvait pas de travail avant. Là, maintenant qu'elle est formée, oups, elle est partie en 48 heures, tu as quand même tout gagné. Bon, donc voilà, ça c'est ce que je dis. Et puis donc souvent en CDI, on a une période d'essai qui est plus longue. Mais alors ça, souvent, vous voyez, ça n'avait pas convaincu ma veto. Voilà. Ce qui convainc assez les gens, c'est l'argent. Ça, mine de rien, ça marche toujours. Donc là, je rappelle que quand on est en CDD, on a l'indemnité de précarité qui renchérit les salaires de 10%. Là, j'ai appris... par hasard complètement que notre logiciel préféré permet de payer l'indemnité de précarité tous les mois. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Non, vous ne payez pas l'indemnité de précarité tous les mois. Alors pourquoi? Vous faites bien ce que vous voulez. Mais l'indemnité de précarité, ça se paye à la fin du contrat, quand il n'accepte pas le passage en CDI, quand il n'est pas parti. Parce que vous me les payez tous les mois, le gars, il vous trouve un CDI, il se barre, vous aurez payé l'indemnité de précarité, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc c'est pas parce que SILAE a prévu l'option, sous la pression client, de dire si, moi mon client il veut ça, qu'il faut le faire. L'indemnité de précarité, ça se paye en fin de contrat, justement, on ne le gardera pas. Et donc ça, alors la nouvelle génération, c'est pas forcément, à moins qu'ils aient déjà suivi le cours charges sociales, les réductions générales de charges, on les a beaucoup quand on a des heures en face. Dès qu'on n'a pas d'heures en face, je glisse, vous remontez dans la grille de 1,1 SMIC, donc vous perdez des charges sociales, des exonérations de charges sociales. Donc là, je vous ai fait le cas pour un salarié qu'on aurait 1 mois. Donc là, un SMIC, vous voyez, c'est 1823,07 en janvier pour 35 heures. On a quand même une exonération de cotisation employeur de 726 €. Vous voyez que le cadeau, il est quand même important. Et donc, vous avez vu, je vous ai mis un coût global mensuel de 1854. Vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas de charge sociale, alors là, je vous ai fait le cas d'une entreprise de moins de 11 salariés, sans complémentaire, sans prévoyance. Pas du bâtiment non plus, puisque sinon la cotisation du bâtiment là, qui réélève beaucoup. Mais vous voyez, on va dire pas de charge sociale. Même cas, je te fais un CDD d'1 mois, comme je vais devoir payer l'indemnité de précarité,
je vais payer 377 € de plus. Et moi, je distingue entre les sous qu'on va donner aux salariés, que ça, souvent, les clients, ils sont d'accord, parce que de toute façon, ils sont malins, ils comptent nettement mieux que nous, hein, les clients. Ils savent qu'ils vont donner 10% à la fin, donc ils payent moins en cours de contrat. Pour le salarié, c'est quand même moins cool aussi d'avoir l'indemnité de précarité à la fin. Hein, sur ta trésorerie mensuelle, c'est quand même moins sympa. Et donc là, vous voyez, grosso modo, il perd 200 € de cotisation. Voilà. Et là, donc j'avais fait sur 1 mois, mais la plupart du temps, vous êtes d'accord, ils vont nous faire sur 3 mois, puisqu'en fait, ils nous font un CD de 3 mois pour tester le salarié, hein, on l'a déjà entendu 15 000 fois. Et donc là, sur 3 mois, le CDD, il aura coûté 1 131 € de plus, dont 584 € de plus. Et donc ça, je pense que c'est ce qui a achevé de convaincre mon client, là. Donc parce que le vendredi à 17h, j'avais, bon, d'accord, Madame Cordelier, on va partir sur un CDI. Et donc là, moi, j'ai fait « yes ». Hein, donc c'est pour ça, j'encourage toujours les gens à dire, redire, redire, par moment, vous voyez, hop, ça marche aussi. Alors, je ne vous ai pas mis les congés payés, parce que sinon, je trouvais que ça faisait une distorsion de calcul, mais en fait, les congés payés, c'est mieux de les faire prendre, hein, parce que quand vous les prenez, j'ai des heures en face, donc j'ai encore des allègements de charges. Quand vous les payez à la fin, hop, il faut rendre des allègements de charges. Hein, donc là, je n'ai pas fait ce calcul-là. Et là, j'en profitais pour vous rappeler que tout paiement de complément de salaire, quel qu'il soit, sans heure en face, on perd des allègements de charges. Hein, donc ça, moi, je me souviens d'un cas que j'avais eu chez Sécal. On avait versé 1 000 € de prime exceptionnelle au fils, hein, en décembre. Et en janvier, on avait le client qui nous gueulait dessus, et donc moi, le patron qui m'était tombé dessus, en disant « Comment ça, Annabelle, on n'a pas pu prévenir le client hein, qu'en versant 1 000 € de prime hein, en décembre, ça lui a fait perdre des allègements de charges. » Alors, on ne peut pas toujours s'arranger, mais vous voyez, pour un fils, ça aurait été mieux de dire bah, on paye des heures hein, en plus. Donc ça, je ne peux pas le dire hein, quand je fais des réunions avec l'URSSAF, mais vous, il faut quand même bien que vous ayez en tête hein, que dès qu'on paye des sommes où il n'y a pas de salaire en face, on perd des allègements de charges. Et donc, on perd des allègements de charges. Maintenant, ça va concerner jusqu'à des rémunérations de 3 fois le SMIC. Hein, donc, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Moi, fin d'année dernière, j'ai fait un mail à tous mes collaborateurs, puisque maintenant, la PPV entre dans le champ de réduction des charges. Au club social, on en avait parlé, moi je ne voulais pas y croire, mais si on versait 1 000 € de PPV à quelqu'un qui était payé au SMIC, on perdait plus de 500 € d'allègement de charges. Bon, tu disais ça au patron, hein. Alors moi j'ai relativisé en disant que l'année dernière c'était dégressif, hein, puisqu'il n'y avait plus d'allègement de charges à 1,6 fois le SMIC, hein, mais c'est aussi quand même des arbitrages à faire. Vous voyez, le fait de dire que la PPV rentre hein, dans le champ de la réduction générale, hein, c'est quand même significatif. Donc voilà, on doit être bon en termes de timing. Alors sur les avantages en nature véhicule, hein, donc ça c'est les mêmes diapos que l'année dernière, hein, ils sont venus fous. Hein, généralement, donc, quand on avait un véhicule acheté, on disait que c'était 12% du prix de la voiture, ils sont passés à 20%. Hein, quand les véhicules étaient... Ah oui, c'était sans prise en charge, et puis, comment dire... Mais là, j'ai dû vous faire une bêtise, véhicule acheté moins de 5 ans sans prise en charge, si, ça c'est juste, c'est juste. Ah oui, je ne vous ai pas fait des véhicules de plus de 5 ans, c'est ça que j'étais en train de chercher, j'étais en train de chercher des véhicules de plus de 5 ans, mais ça, je ne vous l'avais pas fait. Et puis après, souvent, donc, on a des véhicules loués, hein, donc là, on est passé de 40 à 67, de toujours pouvoir faire le calcul, hein, où on peut rester, mais maintenant, c'est moins vrai, à 20% du prix du véhicule. Hein, souvent, avant, ça agissait comme un plafond, hein, quand on faisait 40% des frais de location comparé à 12% du prix de la voiture, hein, souvent on faisait 12% du prix de la voiture. Mais maintenant, là, moi, sur les cas que j'ai eu à étudier en 2025, 67% des frais de location, ça reste inférieur à 20% du prix de la voiture. Hein, donc ça, c'est ce qui est sorti pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025. Et donc, ça vaut, hein, dans le BOSS, ils en parlent, le véhicule A qui était à Monsieur A, hein, qui l'avait, par exemple, jusqu'en avril 2025, Monsieur A démissionne, on embauche Monsieur B qui récupère le véhicule A. Donc le véhicule A, pour Monsieur A, il valait, je ne sais pas, 250 €. Là, magique, le même véhicule, hein, comme on le redonne à Monsieur B, il se prend la hausse. Hein, donc tout ça, là, les clients, ils ne sont pas contents. Hein, mais c'est comme ça, c'est les règles. Hein, ils cherchaient des sous, donc ils ont été en chercher quelque part. Et donc ça concerne, ouais, je vous ai mis les véhicules thermiques ou hybrides. Alors après, moi, vous savez bien que j'aime bien rigoler. Donc thermique, c'est les véhicules à essence. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle les vélos où on roule nous-mêmes? Parce que j'ai été à Decathlon acheter un vélo musculaire.
Ah, le gars de Decathlon qui m'a appris qu'on appelait ça un vélo musculaire, je l'ai regardé comme ça, il m'a dit oui, l'autre c'est force électrique musculaire. Hein, parce que déjà, nous, on avait appris à dire thermique. Vous voyez, nous on disait une voiture, nous, on ne disait pas thermique. Mais là, hein, vélo musculaire, hein, donc si vous allez acheter, donc moi j'ai acheté un vélo musculaire, hein, voilà, c'est ça. Donc, ils pensent là, dans les montées, mais quand même, voilà. Donc, ça concerne les véhicules thermiques et hybrides. Parce que ça, c'est l'autre grande déception. Hein, quand on leur calcule des trucs invraisemblables, ils me disent, mais moi, j'ai une hybride. Mais non, hybride, grosso modo, hein, c'est du flanc, ça va avec les véhicules thermiques. Et donc, sur les véhicules 100% électriques, ça, par exemple, vous voyez, quand on s'est vu l'année dernière, ça devait être trop tôt, je pense qu'on ne l'avait pas encore. On a une petite astuce. Il faut qu'il soit éligible au score environnemental. Et donc ça, c'est un site sur lequel on va, où il faut qu'on cherche le véhicule de notre client préféré. Donc là, par exemple, je vais vous faire les Audi. Les Audi, ça s'arrête à Q4. Hein, c'est pas la peine de chercher Q5, Q6, Q7. Q5, Q6, Q7, ils ne sont pas dans la liste. Et donc, au club social, on m'a dit, tous les véhicules de plus de 100 000 €, hein, c'est pas la peine de les chercher. Et donc, quand ils ne sont pas dans la liste, eh ben, ils ne vont pas bénéficier de l'abattement spécifique qui existait pour les véhicules électriques. Donc ça, il faut y penser. Alors là, du coup, moi, c'est comme ça que je peux vous partager plein d'anecdotes. Là, j'ai une collaboratrice qui m'a envoyé une Golf, mais Pack Sport, une i4, Golf Pack Sport, donc 100% électrique. Elle était fière, elle m'avait bien préparé le truc, etc. Mais en fait, donc là, de temps en temps, il faut s'amuser à aller voir sur la carte grise un truc qui s'appelle TVV. Et donc, c'est un code comme un code à pu finir. Et là, vous jouez au jeu des 7 erreurs. C'est-à-dire qu'il faut chercher le code. Et elle me dit, donc, Annabelle, moi, j'ai bien tout regardé, je ne l'ai pas trouvé. Et je me suis dit, Pack Sport, pas abattement. Donc ça, d'être attentif. Donc ça, je voulais, vous attirer votre attention là-dessus, sur le fait qu'il soit éligible au score environnemental. Et l'autre cas que j'ai eu, donc on avait la réponse dans le BOSS, mais moi, ça, je ne le savais pas, c'est que souvent, dans les entreprises, en fait, ils autorisent une gamme de voitures. Par exemple, ils disent, bon, bah toi, chez nous, tu as le droit à une voiture, je ne sais pas, d'un budget de 30 000 ou d'un budget de 40 000. Mais parfois, les gens, par exemple, quand ils ont plusieurs enfants, ils ont besoin de plus grandes voitures. Ou, par exemple, le gars, il veut le Pack Sport. Et donc, on leur demande une participation financière en plus. Et donc, moi, je ne savais pas bien quoi faire de cette participation financière par rapport à mon avantage en nature véhicule. Et en fait, on a eu la réponse, elle était dans le BOSS, et comme j'y croyais pas, j'ai même recoupé avec le pôle réglementation de l'URSSAF d'Alsace en leur faisant un cas pratique. Donc en fait, vous faites tout votre calcul, donc là, moi, c'était une voiture électrique, vous faites tout votre calcul normal de votre avantage en nature, véhicule. Donc là, je ne sais plus, je crois que j'arrive à 168,77, puisque je retiens beaucoup de conneries. 168,77. La salariée mettait de sa poche 100 €, qu'on déduit en bas, participation au véhicule, on le met en net. Et du coup, mon avantage en nature, c'est que 68,77. Et comme moi, ça me paraissait trop beau, j'ai fait un mail à l'URSSAF. Donc ça, c'est ce qui est écrit là. La participation ou contribution du salarié ne remet pas en cause les modalités d'évaluation de l'avantage consenti. Elle vient seulement minorer la valeur de l'avantage à concurrence de cette participation. Donc ça, c'est très favorable. Moi, ça, je l'ai appris tout récemment. Donc je me suis dit, je vous le partage. Voilà, sur les avantages en nature. Ouais, on va être bien en termes de timing. Jurisprudence marquante. Vous devez être lessivé. Ça va ? Dernier chapitre, jurisprudence marquante, dernier chapitre. Donc voilà, ça, je voulais vous parler de ça, puisque c'est un arrêt qui a fait pas mal couler d'encre le 10 septembre dernier. C'était le décompte des heures supplémentaires quand il y a des congés payés. Alors cet article-là, moi c'est ce qui m'intéresse de participer à d'autres réunions. En fait, donc on a un prof d'université qui nous en a bien parlé. C'était un arrêt très spécifique, en fait, dans des sociétés des filiales Altran, donc qui sont dans bureau d'études. Dans ceux qui connaissent la convention collective bureau d'études, depuis qu'on est passé aux 35 heures là, dans les années 98-2000, un des modes d'organisation du temps de travail dans bureau d'études, c'est de travailler 38h30, donc là vous avez 3h30 de plus par rapport aux 35 heures, et ils ont des jours de repos. Donc c'est un mixte entre le forfait jour, mais quand même tu travailles en heure. Donc ça fonctionnait comme ça depuis des années. Tu travailles 38h30 et puis tu as des jours de repos. Et là, en fait, ce que le prof d'université nous a expliqué, c'est qu'à Paris, je vous le dis, si vous voulez prendre des billets de train, étonnamment, tu ne trouves plus de train le jeudi. Parce qu'ils tous, ils se barrent
travailler en télétravail dans leur maison de campagne. Nous, on fait des réunions entre cabinets de membres de filles d'Union, et on a la fille qui travaille en Bretagne. Quand on fait notre réunion le jeudi, pour trouver des billets de train pour rentrer chez elle le jeudi soir, elle se marre, parce que toute la Défense se vide, hop, ils partent tous dans les maisons de campagne, et donc ils sont en télétravail le vendredi. Et là, plus que ça, ils voulaient travailler sur 4 jours, les gars. Donc 38h30 sur 4 jours, ce qui n'était pas prévu en 98-2000, puisque nous, déjà, on était contents d'être passés à 35 heures, on était contents d'avoir des RTT, on n'envisageait pas encore de passer à 4 jours. Et là, par exemple, nous, on peut se dire, qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre un jour de congé le vendredi, alors qu'ils avaient fait les 38h30 sur 4 jours. Vous voyez, nous, ça ne nous serait pas venu à l'idée, poser un jour de congé, si tu as fait ton horaire sur 4 jours, sauf que moi, j'ai travaillé au début là, chez Secal pour des filiales d'Altran, c'est des grandes structures. Si tu n'es pas là le vendredi, il faut quand même que tu aies une raison de ton absence. Donc, ils étaient quand même obligés de poser congé le vendredi. Et eux, donc l'arrêt de Cour de cassation, c'était de dire, ils ne leur payaient pas avec la majoration, due, parce qu'ils ne considéraient pas les 7 heures du vendredi. Si vous voulez, ils faisaient tout leur temps de travail, ils ne comptaient pas le vendredi dans le décompte, donc les heures n'étaient pas majorées. Donc vous êtes bien d'accord que c'était des bandits. Je crois qu'après, il y a une petite diapo comme ça. Vous voyez que là, ça c'était le décompte. Ils disaient, comme on ne comptait pas le vendredi, ça c'est un autre exemple que l'arrêt. Vous voyez que là, forcément, pour être en congé le vendredi, tu travailles plus le jeudi. Ça, on est quand même nombreux à le faire. Et comme on ne valorisait pas le vendredi avec des heures, tu avais travaillé que 29 heures. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on payait 1 heure au taux normal. Vous savez qu'on faisait ça. Et là, donc, l'arrêt de la Cour de cassation, il repose toujours sur le droit européen, sur les congés payés. Donc, pour l'instant, on n'étend pas à autre chose, c'est sur les congés payés. Le droit européen, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une règle nationale qui empêche les salariés de poser congé, parce qu'en posant congé, ils gagneraient moins que s'ils avaient travaillé. Or là, c'est le cas, parce que s'ils n'avaient pas payé, s'ils n'avaient pas posé congé, leur heure, elle aurait été majorée, avec les heures du vendredi, donc il a été pénalisé. Donc là, l'arrêt, il nous disait, pour les décomptes à la semaine, grosso modo, on va payer l'heure majorée. Ça, je pense que c'était arrivé jusqu'à vos oreilles, c'était ça. Et là, c'était mignon. Donc, on nous avait dit, tu fais ça que pour les congés, et 2, tu fais ça que pour les décomptes à la semaine. Et puis là, crac, en janvier, je vous le donne en 1000, on a pour les décomptes sur 2 semaines. Donc moi, je pense qu'en avril, on va avoir le décompte sur le mois. Et puis voilà. Bon. Donc ça, à regarder, mais je pense que grosso modo, on va pouvoir retenir que maintenant, quand on a un jour de congé payé, on le valorise et donc on paye avec les majorations qui auraient été dues si la personne avait travaillé. Mais pour l'instant, on n'étend pas. Parce que moi, tout de suite, les gens m'ont dit « Ah, mais s'il y a un jour férié, s'il y a un jour de maladie, on peut se poser les questions. » Mais comme la position de la Cour de cassation, ça repose sur la même directive européenne qui nous a fait valoir les CP en cas de maladie, pour l'instant, on ne fait que les congés payés. Mais ce qui est mignon, c'est qu'en septembre, on vous a dit « On ne le fait qu'à la semaine », et donc en janvier, on vous le fait sur 2 semaines. Bon, donc, affaire à suivre. Et l'autre arrêt qui est intéressant et qui nous permet de reparler de ça, alors la jurisprudence, la nouvelle législation sur les congés payés en cas de maladie, c'est 24 avril 2024, le temps passe, parce que donc le 24 avril 2026, pour les gens en poste, c'est fini, ils ne pourront plus agir. Donc là, on pense qu'il va y avoir une petite recrudescence. Là, moi, ceux-là, je pense que je vais les accueillir en disant, c'est bien, saisis le Conseil des prud'hommes, parce que c'est recevable que quand on saisit le Conseil des prud'hommes. Maintenant, ça coûte 50 € de saisir le Conseil des prud'hommes. Peut-être que ça en dissuadera certains qui ont attendu vraiment le temps limite. On aura toujours la prescription triennale pour les gens qui sont sortis. Et vous vous souvenez du fonctionnement de la prescription triennale, c'est 3 ans après la sortie, et eux, ils peuvent remonter que sur 3 ans avant leur départ. Donc, eux, ils sont plus limités que les gens en poste. Vous savez, on est royal, on peut remonter jusqu'au 1er décembre 2009. Donc là, l'arrêt de Cour de cassation, je trouvais que c'était intéressant à partager. Alors la CCN, viande et bétail, nous intéresse assez peu. Enfin, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont viande et bétail, mais bon, ça, ce n'est pas la CCN la plus connue. Et donc là, qu'est-ce qu'est prévoyé la convention collective? Elle prévoyait que pour les congés payés, on a 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif
dans la limite de 30 jours ouvrables. Bon. Ce qui semblait plus favorable que la nouvelle législation qui prévoit seulement 2 jours ouvrables, hein, vous savez, de congés payés par mois d'arrêt de travail dans la limite de 24 jours ouvrables. Donc en fait, les salariés, ils ont attaqué là-dessus, et donc là, ils n'ont pas eu gain de cause, parce qu'ils ont dit, non, mais la convention collective, elle prévoit ça pour des mois de travail effectifs, et dans cette convention collective-là, ils n'ont pas été dire que les arrêts maladie, c'est considéré comme du travail effectif. Hein, donc là, au final, ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ce qui est intéressant de lire ça, c'est que vous allez peut-être avoir d'autres conventions collectives qui auraient causé des congés payés. C'est quand même assez rare, parce que d'écrire ça, c'était une sacrée avancée hein, par rapport à la loi, 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours. Ben oui, c'est la loi. Donc généralement, vous savez bien que les juristes, ils n'aiment pas reprendre des trucs qui sont dans la loi. Hein. Bon, ben là, ils avaient repris ça. Mais donc là, ils n'ont pas eu gain de cause. Hein, Et nous, hein, il faudrait qu'on regarde éventuellement de se poser la question, dans d'autres conventions collectives. Et là, donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, on compare tout un système par rapport à tout un système. Hein, vous voyez, c'est la conclusion. Hein, dès lors, pour que la disposition conventionnelle soit réellement plus favorable que la loi, celle-ci aurait dû intégrer une clause assimilant expressément la maladie non professionnelle et du temps de travail effectif. Hein, ce qu'elle ne faisait pas. Donc, ils ont perdu. Et je crois que vous en avez un autre. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous a bien plu. Alors là, ça a été mal appliqué. Mais donc, nous, sur tout le passé, en fait, ça a été très vite limité parce que dès que les gens avaient acquis d'une manière ou d'une autre, sauf celle-là, plus de 4 semaines de congés payés, ils n'avaient plus le droit à rien. Hein. Donc moi, j'ai eu des excités qui venaient, hein, je vous en avais parlé l'année dernière, j'exige la rectification de mon compteur. Hop, j'allais regarder, j'exige, mais il avait déjà 25 jours, par exemple, donc, de congés. Hein. Donc du coup, il avait le droit à rien. Donc ça, soyez toujours polis quand vous faites des mails. Hein, quand on les reçoit un vendredi, hein, si vous voulez que je réponde le vendredi, parlez-moi gentiment, je répondrai plus facilement. Et donc là, en fait, par contre, l'employeur s'était trompé. Il disait que pour la rétroactivité, il avait tenu compte du report. Hein, c'est-à-dire que là, par exemple, on regarde tous nos cumuls, et il avait reporté 12 jours de la précédente période, donc il disait « Ah, je suis déjà à 24 ». Mais là, ça, moi, je ne l'avais pas tenté. On doit regarder période de référence par période de référence. Et bien, justement, là, à midi, j'ai eu encore le cas. Donc, on peut faire perdre des congés. Hein, moi, j'ai déjà commencé à écrire un courrier qui n'est pas très rigolo. Les congés qui ne seront jamais perdus, c'est la période antérieure où la personne a travaillé. Parce qu'en fait, pour perdre des congés, il faut être dans l'exception, hein, dans le côté exceptionnel de la règle. Il faut avoir été plus d'1 an en maladie à la date de clôture de la période de congé. Donc là, c'était une dame, elle a dû travailler, je crois, on va dire en 2021-2022. Là, elle a un peu travaillé. Donc j'ai dit, les congés de 2021-2022 seront jamais perdus. Hein, parce que je ne suis pas dans l'exception, ceux-là, ils ne seront jamais perdus. Mais par contre, 2022-2023, je me suis positionnée en mai 2023. Donc on lui avait fait tourner le compteur en lui donnant 4 semaines de congé. Mais là, on est dans le cadre de l'exception, donc on a pu lui donner. Mais comme la personne n'a pas repris dans les 15 mois qui suivent mai 2023, on lui a donné, ils sont perdus. J'ai refait la même chose mai 2024, et on s'est arrêté à mai 2025, parce qu'en mai 2025, elle est bien dans l'exception, ça fait plus d'1 an qu'elle est en arrêt maladie, mais en mai 2025, elle a 15 mois pour les prendre, et donc, du 31 mai 2025, elle peut les prendre jusqu'au 31 août 2026. Or là, je lui fais son solde de tout compte, donc la dernière période, c'est pareil, elle n'est pas perdue. Donc la période 2024-2025 n'est pas perdue, et a fortiori, la période 2025-2026, hein, celle qu'on calcule actuellement, n'est pas perdue. Et donc moi j'ai dit à mes collaboratrices, donc là j'ai trouvé ça dommage parce que j'en ai parlé en octobre, et puis ça n'a pas été fait sur le dossier, c'est bien de mettre à jour vos compteurs, parce que vous voyez que je trouve c'est dommage, là elle avait 121 jours, et finalement je crois qu'on va lui zigouiller, on est en jour ouvré, on doit lui zigouiller 3 périodes. Vous voyez que là, la dame, elle s'était peut-être dit, yalla, 121 jours, je vais lui en payer 61, hein, je trouve ça dommage. Alors par contre, ce que j'avais dit à mes collaboratrices, hein, si on parle de gens en longue maladie, hein, j'ai essayé de soigner mon courrier, parce que c'est quand même pas très sympa. Grâce à la nouvelle législation, on vous a donné 4 semaines, mais comme vous êtes gravement malade, que vous n'avez pas repris, hop, on vous les sucre. Hein, vous en doutez, je n'ai pas écrit ça. Donc j'ai écrit, alors la tournure un peu gentille que j'ai écrit, je me doute que ce n'est pas une information agréable à entendre, mais je préfère que vous ayez la bonne information.
Parce que là, c'est pareil, la personne qui reprend, elle se dit, bon, bah super, j'ai encore 121 jours, à la limite, je vais travailler sur 3 jours par semaine, et puis finalement, tu n'en as que 61. Vous voyez, une information erronée. Voilà. Et si je reprends ma casquette d'expert comptable, dans les comptes, on avait 121 jours provisionnés, qu'il n'y en avait que 61. Donc ça, essayez d'y penser. Et bon, on sait bien que vous ne voyez pas le jour en janvier, février. Ça tombe bien, nous sommes en mars, les DSN sont sortis. Vous pouvez le faire. Ah, bah tiens, je pense à ça. Donc, DSN de substitution. Pour les chanceux, il doit y en avoir pas mal parmi vous qui êtes au 5. C'est arrivé vendredi. Et donc, je suis ravie. Moi, je ne dépends que de mes collaboratrices. Une de mes collaboratrices m'a montré le courrier, donc il ne me dit rien. Le courrier. Vous allez quand même, mais c'est quand même la bonne nouvelle. Vous recevez un courrier de l'URSSAF, comme quoi il y a un truc qui ne va pas. Mais il n'y a rien. Bon. Donc, voilà. Donc, du coup, elle a été sur son dossier préféré. Nous, on est sur Silae, donc là, tu cliques des hiéroglyphes, honnêtement, voilà. Donc, quand tu caresses le message qui ne voulait rien dire, tu vois que ça concerne janvier 2026, mais là, par exemple, Polissonne, il n'y a pas d'autre mot, là, elle est Polissonne, qu'est-ce qu'elle a fait de mal en janvier 2026, alors que je leur ai dit, redit, et donc, d'où les quiz, maintenant, je vais faire, hop, quiz, vrai, faux, vous voyez, je vais leur faire des trucs. Dans Outlook, je ne sais pas si vous savez, vous pouvez faire des votes, oui, non, peut-être. Donc là, j'ai déjà lancé le truc. Alors bien sûr, quand tu ne l'as jamais fait, tu ne trouves même pas le bouton. Donc j'ai des collaboratrices qui étaient très sympas, qui me répondaient « Oui, Annabelle, j'ai bien reçu ton mail. » Je lui dis « Oui, mais est-ce que tu peux voter ?» Parce que comme ça, moi, j'ai toutes les réponses de la même manière. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle m'a retraité des IJSS jusqu'à tomber à un montant négatif, moins 545, alors que j'ai dit, alors vous, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est dorénavant interdit, vous ne pouvez pas tomber un salaire brut négatif, donc vous êtes triste, mais moi, je les serine pour dire, les égides sécu, on les traite le mois de l'absence, en plus vous avez le maintien, tout ça, ça se passe bien, parce que là, l'URSSAF, ils ont pris 0. Ils ne prennent pas moins 545. Et bien sûr, je vous le donne en 1000, la salariée va sortir, donc effectivement, on est embêté. Mais vous le reprenez à l'envers, en fait, les IJ de sécu, il aurait fallu les passer au mois de l'absence. Avec notre logiciel préféré, ça vous les calcule, sauf dans les cas exceptionnels, mais alors jouez pas avec vos exceptions, des gens qui viennent de rentrer dans l'entreprise et tout ça, mais raisonnez pas par exception, parce qu'à ce moment-là, on ne fait rien. Et donc là, voilà, retoquer. Et alors là, donc tout de suite, elle voulait bondir, je vais refaire les bulletins de paye, mais après, ça nous embête sur les écritures de paye et tout ça. Donc j'ai dit, attendons, puisque Silae, qui fait les bretelles, ils ont dit, nous, avec nous, tout se passera bien. Donc je disais, ils vont peut-être nous faire des méthodes de régularisation, je ne sais pas quoi. Attendons. Donc là, on vient de recevoir pour les DSNO 5, et donc c'est lundi prochain, le 23, que vous recevrez quand vous avez des DSNO 15. Et alors, donc là, on avait eu la dame qui était venue nous présenter le système. C'est bête parce que je n'ai pas renoté les vrais chiffres, mais nous, on a 1700 dossiers en paye, et quand j'avais fait en règle de 3 par rapport à ce que la dame, donc vous pourrez refaire la règle de 3 chez vous. Enfin, ah oui, si vous êtes tout seul, vous ne saurez pas. Oui, c'est pour ça que ça aurait quand même été intéressant. Mais après, on pourrait se le faire. Moi, j'attends 300. Normalement, si je respecte on va dire le pourcentage national que la dame qui est en charge des DSN de substitution, j'attends 300 DSN de substitution sur les 1700 dossiers qu'on a chez nous. Donc c'est ça que j'envisage. Et donc là, c'est pour ça, parce que Francine, elle devait se dire pourquoi qu'elle ne vient pas, j'ai invité mes collaborateurs à leur dire déjà Hartung. Je lui ai dit, alors je n'ai pas dit Hartung, j'ai dit minute papillon. On ne se précipite pas, mais quand même déjà de regarder de quoi il en retourne. Vous, il faut quand même que vous regardiez qu'est-ce qui vous reproche, est-ce que c'est fondé, pas fondé, parce que vous savez que donc, vous allez pouvoir répondre, on n'a que jusqu'au mois de juin pour répondre, donc l'URSSAF est sûr d'avoir raison, donc il faudrait que ça passe dans la prochaine DSN, tout de suite. Si ce n'est pas celle-là qui est attendue pour le 5 ou le 15 avril, ça devrait pouvoir être celle du 5 au 15 mai, et sinon, passage en force, ils le font au mois de juin. Et donc la dame au national qu'on a eue, je lui dis oui, mais il faudrait peut-être qu'on ait une réponse avant 30 jours, parce que vous savez quand même souvent quand on s'adresse à l'administration française, on a des délais de 30 jours. Elle m'a promis qu'ils auraient des équipes formées pour nous répondre. Parce que de temps en temps, on va peut-être avoir ce qu'ils appellent des faux positifs. Voilà, si vous avez un faux positif, d'essayer d'argumenter, de dire non, mais là on est dans un faux positif. Et donc, apparemment, ils ne régulariseront pas. Et j'ai quand même vu qu'à partir du moment où on a écrit, nous, qu'on conteste la régularisation, ils ne feraient pas passage en force au mois de juin.
Donc, à voir. Et donc, pour l'instant, ils ne contrôlent que, si je le simplifie, les problèmes de vieillesse plafonnée, puisque là encore, ils vous font la DSN de substitution pour votre bien. C'est pour valider les droits à retraite de nos salariés. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ils se concentrent uniquement sur la vieillesse plafonnée. Ah, c'est ça. Ouais, ça, ils ne s'empêchent pas de faire des majorations. Je vous rappelle qu'ils cherchent des sous. Et l'URSSAF, ce n'est pas des fonctionnaires, c'est des salariés de droit privé chargés d'une mission d'intérêt public. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très... moi, je les trouve très performants, les gens de l'URSSAF. Surtout l'URSSAF d'Alsace. Et donc ça, je vous en ai parlé. Donc là, oui, ce qu'il avait fait, vous avez bien compris, pour faire le plafond de 24 jours, il avait tenu compte des 12 jours en report. Donc ça ne marchait pas. Il faut bien faire année par année, et c'est année par année que c'est plafonné. Par contre, par exemple, on avait des entreprises clientes qui mettaient toujours, les 2 jours de fractionnement, des entreprises clientes qui ont des jours d'ancienneté. Ça, si tu atteignais l'équivalent de 24 jours ouvrables, donc 20 jours ouvrés, de quelque manière que ce soit, les gens n'avaient le droit à rien en plus. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu quand même beaucoup de cas. Moi, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de demandes. Et donc là, je crois que j'ai encore 2 diapos. Ça, je trouvais que c'était pas mal de vous en parler parce que c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est quand tu as été au chômage, tu peux demander le versement sous forme de capital d'une partie de tes droits à chômage pour t'aider à créer et à reprendre une entreprise. Donc là, pareil, je le dis chaque année, mais comme on a des nouveaux étudiants, puis je ne suis pas sûre que les anciens se souviennent vraiment, quand on voit casse deuxième civile, et pas comme avant casse sociale, ça quand c'est casse sociale, c'est un salarié contre un employeur, et là quand on voit casse deuxième chambre civile, c'est qu'en fait c'est une entreprise contre l'URSSAF. Civil, c'est pour dire que c'est contre l'URSSAF. Et donc là, en l'occurrence, ils n'ont pas eu gain de cause, donc ça me paraissait intéressant de vous le partager quand même. C'est que pour avoir le droit à l'ACRE, il faut que le créateur et le repreneur détiennent un certain pourcentage du capital en fonction de sa qualité ou non de dirigeant et la qualité des autres associés. Mais là, le problème, c'est qu'il faut qu'ils le détiennent en nom propre et pas par l'intermédiaire d'une société. Donc moi, je n'ai pas le détail des arrêts, mais je suppose que là, vous voyez, il avait une holding qui détenait les titres, il avait demandé l'aide ACRE, et bien là, râpé, il a dû rendre les exonérations. Et là, rebelote, parce que parfois les gens ils disent « Ah là là, moi je veux l'aide ACRE », si tu te verses un petit salaire, je vous rappelle qu'il n'y a pas de charge sociale patronale. Donc l'aide ACRE, c'est intéressant quand tu te verses un vrai salaire, puisque je vous ai dit sur les petits salaires, par exemple mes mandataires qui se prennent royal 500 €, l'aide ACRE ou pas l'aide ACRE, pour les exonérations, eux ce qui va les intéresser c'est d'avoir le capital, d'avoir les allocations chômage, mais l'aide ACRE en tant que telle, ça ne va pas chercher loin. Ça, j'aime bien toujours vous en reparler de l'incidence de l'absence de mise en place d'un CSE. Donc c'est grave, on ne se pose pas la question. Quand on dépasse le seuil de 11 salariés sur 12 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois, et là on intègre les intérimaires. C'est important d'intégrer les intérimaires surcroît d'activité. Ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les CDD, ça vaut pour les intérimaires. C'était le principal chef de contrôle de l'inspection du travail l'année dernière, de chercher les contrats courts et donc de faire des sacrées notifications pour les gens qui avaient exagéré. Bon ben là, en l'occurrence, il n'avait pas tenté de mettre en place le CSE. Et donc là, vous voyez que la Cour de cassation, quand elle écrit nécessairement un préjudice, c'est que forcément, il y aura des dommages-intérêts. Quand on dit nécessairement un préjudice, c'est qu'on n'a pas besoin de prouver le préjudice. Forcément, il faudra qu'il passe à la caisse. C'est ça que ça veut dire. Donc, je vous rappelle, CSE obligatoire dès qu'on a dépassé le seuil des 11. Et on peut arriver à un PV de carence, mais il faut qu'on ait organisé les élections. Et après, on est tranquille 4 ans. Et le dernier arrêt, que je trouve intéressant, parce que j'ai déjà eu le cas, c'est sur la portabilité de la prévoyance en cas de liquidation judiciaire. Donc pour la portabilité à titre gratuit, il y a différentes conditions, donc ça c'est intéressant de les rappeler. Il faut que le contrat de travail il est cessé en dehors d'une faute lourde, mais bon, faute grave déjà c'est rare, faute lourde, bon si tu as tenté de tuer ton employeur, là je pense que ça peut être retenu. Moi j'ai déjà eu un cas depuis que j'anime, le gars, vous voyez, donc en conflit ouvert avec son employeur, bien connu. Hop, il jette sa cigarette comme ça, et sting, dans une entreprise, par exemple, d'artifice. La faute lourde n'avait pas été reconnue.
Hein, vous voyez que là, tu peux quand même te dire, ah non, c'est pour ça que moi je dis toujours à mes clients, non mais faute grave et lourde, hein, où il faut mettre déjà des S à faute pour que ça soit considéré. Donc une rupture du contrat, la prise en charge par France Travail, et donc ça nous donne droit à la portabilité, vous savez, à hauteur du nombre de mois du contrat, avec un maximum de 12 mois. Et là, avant, les organismes, et donc là ils ont perdu, donc ça je suis contente que les organismes aient perdu, ils rajoutaient une condition supplémentaire en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, il fallait que le contrat soit en cours de validité. Et le problème, c'est que quand tu n'as plus de sous, tu ne payes plus, et donc on avait des contrats qui étaient radiés, faute de paiement des cotisations. Et donc là, quand les entreprises ne payent pas leurs cotisations de prévoyance, ils peuvent mettre fin au contrat. Bon là, donc, ils ont dû aller jusqu'en cour de cassation. Là, ils ont obtenu, grâce à l'arrêt de la cour de cassation, que le fait que le contrat était résilié, on va dire par la faute de l'employeur, c'est pas opposable au salarié, et donc du coup, le salarié avait le droit au maintien de ses garanties. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je voulais vous la partager, parce que quand on est dans des cas comme ça graves, où déjà les gens ils ont perdu leur emploi, en plus dans un cadre de liquidation judiciaire, là, vous le savez bien tous, c'est reparti pour les licenciements pour motif économique, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur cette décision pour dire, si, l'organisme devra bien assurer la portabilité de la prévoyance et de la complémentaire santé, même si le contrat avait été résilié précédemment. Voilà. Et donc la dernière diapo, j'ai suggéré de mettre déjà la date, puisque je sais que vous voulez un mardi après le 15 mars. Donc si vous voulez vous noter dans les agendas, voilà. Vous avez vu que je mets quand même point d'exclamation, point d'interrogation. C'est pour ceux qui veulent noter. Voilà, vous n'avez pas le droit de fixer vos vacances à ce moment-là.